Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir. Les chiffres rendus publics par le ministre de la Communication qui accompagnait les ministres de la Promotion de la Femme et de la Famille, des Affaires sociales et le secrétaire d'État auprès du ministre en charge de l'éducation de base donnent pratiquement froid au dos et montrent que justement le nombre de féminicides est croissant au Cameroun. En 2023, 50 femmes ont été assassinées, 67 en 2024, 77 en 2025. Les pouvoirs publics annoncent des mesures fortes et dures en guise de riposte face à la montée de ces cas de féminicides, d'infanticides et autres assassinats enregistrés au Cameroun. Un point de presse a été d'ailleurs animé par ces membres du gouvernement il y a de cela 48 heures pratiquement au Cameroun. La recette gouvernementale n'est pas entrée dans les détails, mais on annonce justement que l'État sera impitoyable face à tous ces cas d'assassinat dans notre pays. Quel regard peut-on jeter sur cette sortie due au gouvernement? Comment lutter efficacement contre la montée des féminicides et infanticides dans notre pays? On en parle avec nos invités ce soir, qui vont en tout cas également en guise de mise en bouche réagir à quelques sujets d'actualité présentés par les médias ce jour. On aura une brève revue de presse et chacun pourra réagir. Accueillons monsieur le maire de la commune d'Atok, président de la section RDPC justement de ce côté-là, Jean-Yves Bach. Bonsoir et bienvenue. Merci Jean-Jacques Zé, bonsoir. Bonsoir aux panélistes, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. J'ai vu ces derniers temps vos différentes sorties. Vous avez des uniformes particuliers. On parle de vous comme étant désormais le général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est un grade supérieur. Est-ce que Célestin va nous trouver une photo du général dans l'une de ses sorties, dans cet uniforme-là? Le RDPC a besoin de cette énergie. Voilà, on a l'image de ce général d'un genre particulier. Disons que il faut être vrai dans ce que vous faites, et il faut avoir des convictions et il faut les assumer. Donc je suis militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais par conviction et j'y attache une importance capitale. C'est la raison pour laquelle partout où je vais, je le démontre à suffire pour dire que en réalité, je suis dans une logique d'accompagnement du président de la République, son Excellence Paul Biya, dans son projet de développement du Cameroun. Et cela passe bien évidemment par une certaine image que nous voulons présenter aux gens, pour dire aux gens tout n'est pas noir. Vous voyez, cette tenue, elle est de couleur blanche, et puis sur la tête, j'ai les couleurs du parti. Et bien évidemment, le militantisme, c'est un mot qui vient du latin militaris, qui est le militaire. C'est-à-dire, je défends les intérêts du parti partout où je suis. Donc, je suis fier de me retrouver dans cette tenue. Est-ce que vous êtes gêné comme la plupart des maires lorsqu'on aborde la question de cet arrêté conjoint Mindevel-Minfi sur les taxes locales? Les maires hésitent à donner leur véritable position. Vous avez une position par rapport à cela? Disons que la question n'est pas bien posée parce que j'ai une mission qui m'a été confiée par les populations en 2020. Celle d'apporter ou d'améliorer la condition de vie. Maintenant, il ne faut pas ignorer que la politique de la nation, elle est définie par un homme. Et sur le plan purement économique, on pourrait parler, par exemple, de la politique économique, qui est l'ensemble des mesures mises en œuvre par les pouvoirs publics pour atteindre certains objectifs jugés souhaitables aux yeux de tous, en utilisant certains instruments, bien sûr. Et l'un des instruments mis en place par le président de la République, son Excellence Paul Biya, c'est bien évidemment la décentralisation. Donc, à lui de voir si aujourd'hui l'État a pensé, après moult analyses, que c'est par cette option-là qu'il fallait passer. Nous allons suivre, mais je ne vais pas manquer quand même de vous dire que les communes étouffent. Les communes étouffent. On dit que c'est chaud. Oui, en réalité, vous savez, il n'y a pas de génération spontanée. Il faut préparer les gens. Quand vous voulez prendre certaines décisions, il faut quand même préparer les gens. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Je peux vous dire que nous sommes à environ, je crois, plus de 3 mois trois trimestres de centimes additionnels qui n'ont pas été reversés. 3 trimestres. Voilà. Ça fait 9 mois. Ah oui, environ 9 mois. Voilà. Donc, et vous connaissez des communes qui sont encore fragiles dans le cadre de la promotion des activités génératrices de revenus. Donc, ça va être encore plus compliqué. Vous attendez longtemps les centimes additionnels. Et puis, on vous retire ce que vous permettez. Vous ne faites plus la collecte directe. Voilà. Donc, ça doit remonter à Yaoundé. Effectivement. Et ça doit arriver à un moment où
voilà, entre-temps, vous avez des besoins pressants, urgents, parce Voilà. que vous êtes au contact des populations. Voilà. Donc j'ai voulu vous dire cela pour vous mettre un peu dans le bain de ce que vivent, dans quel environnement aujourd'hui vivent les collectivités territoriales décentralisées, notamment le personnel des communes. Vous voyez, j'ai suivi dans une chaîne concurrente hier des communes de certains maires qui annonçaient que dans certaines communes, les gens ont 15 mois d'arriérés de salaire. Pourtant, nous travaillons tous pour un même but. Ce but qui est simple, celui de l'amélioration des conditions de vie de nos populations, que ce soit l'État central ou l'État ou les communes et les collectivités territoriales. Donc, nous avons un seul et même but, celui de tout faire pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Pourquoi donc certains pourraient tous les mois passer à la caisse et que d'autres se retrouvent à ne pas pouvoir passer à la caisse? Oui, des gens vont vous dire, bon voilà, les communes sont aujourd'hui autonomes, mais c'est quelque chose encore qu'il faut essayer d'analyser. Elles peuvent créer des activités génératrices de revenus, oui. Mais c'est vous-même qui dites également que cette décentralisation-là, elle se met progressivement en place. Est-ce que nous avons déjà atteint un seuil normal qui puisse permettre aux communes de s'auto-gérer, de s'auto-financer? That's the question. C'est la question. Une très très bonne question d'ailleurs. Willy Mengue, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques G. Bonsoir à tous qui nous écoutent. Vous êtes concerné, vous réfléchissez également relativement à cette nouvelle mesure, cet arrêté conjoint Mindevel-Minfi sur la collecte de la taxe locale? J'ai trouvé la mesure en tant que citoyen très, j'ai envie de dire, violente. Parce qu'il faut déjà comprendre que les CTD, notamment les mairies, souffrent d'un déficit de mobilisation financière dû au niveau du sommet de l'État. Parce que quand on va rentrer dans le cadre du code de décentralisation de 2019, si je ne me trompe pas, il était question que le budget de l'État puisse, n'est-ce pas, céder un prorata de 15% aux mairies, ce qui jusqu'en date n'est pas le cas, alors que les compétences ont été transférées abondamment auprès de ces entités territoriales décentralisées. Malheureusement, les compétences étant transférées, le financement n'est pas transféré. Et nous qui sommes donc des populations, nous qui sommes des citoyens, nous attendons tout au niveau de la gouvernance locale, des collectivités territoriales décentralisées. Nous leur exigeons un service bien fait, alors que quelque part, les communes souffrent d'une sécheresse financière dans leur dû. Donc, lorsque la mesure de la reconsidération de la fiscalité vient encore s'ajouter, c'est-à-dire que désormais sur le service des impôts, le service fiscal des impôts qui va désormais procéder au recouvrement fiscal local, les agents communaux seront là juste pour jouer les indicateurs ou bien pour essayer d'encadrer. Bon, cela sonne vraiment, comme je vous l'ai dit, comme un coup violent dans la mobilisation des ressources. Ça peut ressentir comme une injustice. Ça peut être perçu comme une façon de ne pas lancer la machine communale. On n'avance pas. On n'avance pas. Ça veut dire que la décentralisation reste dans un slogan. Et c'est la raison pour laquelle la nouvelle classe politique a beaucoup à faire pour que l'État, c'est-à-dire ceux qui sont là pour gérer l'État, subissent une certaine pression afin que la structure de l'État, telle qu'elle a été pensée au niveau de la gouvernance, puisse être opérationnelle. Donc le financement doit être à la hauteur des missions qui sont assignées aux communes. Et je crois que ce report du calendrier électoral local devrait permettre à l'État lui-même de savoir ménager ce genre de malaise pour que ceux qui seront élus prochainement comme conseils municipaux, qui sont aspirants maires, viennent trouver un environnement un peu plus clair et une manœuvre qui leur permet de subvenir aux besoins des populations et les besoins qui sont très colossaux. Ça, il faut le comprendre. Moi, je passe souvent à la commune d'Atok de temps en temps. Quand je regarde cette jeune commune, bon, je me demande comment on fait dans une commune comme celle-là pour essayer de s'en sortir. Donc, il y a vraiment beaucoup de... Il faut que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il faut moins que les 15%. Les 15% qui reviennent au CDT puissent être reversés à temps.
Parce que quand vous attendez qu'on fait 3 mois fois 3, ça fait 9 mois, on attend les centimes additionnels, ça ne vient pas. Monsieur le maire va faire comment avec son exécutif, il va faire comment avec son conseil, il va faire comment avec les employés, il va faire comment avec les missions. C'est difficile de fonctionner comme ça, objectivement, quand il faut parler vrai. Merci Willy Mengue d'être là. Accueillons Monsieur le Président général de l'Union des populations africaines, Maître Jean Kizogo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé. C'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve votre plateau et les invités que je connais déjà, des aînés à qui je témoigne tout mon respect. Je dis bonsoir à l'équipe technique que les gens ont tendance à beaucoup oublier, mais qui nous permet de diffuser le panafricanisme authentique à travers le monde. Toute ma déférence aux populations camerounaises qui nous témoignent par leur retour que le travail que nous abattons au quotidien n'est pas vain. Merci pour votre invitation qui témoigne également de la confiance renouvelée d'Info TV à l'Union des populations africaines. Quel est le regard justement de l'Union des populations africaines sur ces mesures, sur cet arrêté conjoint qui a été rendu public au mois de mai dernier, qui fait les gorges chaudes aujourd'hui? Né le 18 janvier 1998 avec une malformation congénitale, la décentralisation a agonisé pendant 30 ans. Et le 15 mai 2026, par un arrêté conjoint, le ministre des Finances et le ministre de la Décentralisation et du Développement local ont signé un document qui s'apparente à un certificat de genre de mort. En principe, la décentralisation vient d'être euthanasiée parce qu'on a voulu mettre un terme à ces souffrances. Ces souffrances naissent du fait qu'on a utilisé la déconcentration pour la museler, pour la martyriser, pour la maltraiter. Monsieur le maire est extrêmement prudent dans son discours et je le comprends. Oui. Mais moi, je suis clair, c'est une escroquerie politique. Ces gens n'ont jamais voulu décentraliser. Parce que même les 15% relevaient en fait d'une chimère. Vous ne pouvez pas dire aux gens que vous allez créer des collectivités territoriales décentralisées et vous allez leur allouer 15% du budget de l'État, alors qu'à Yaoundé, vous dépensez 100 millions pour un véhicule qui vous permet de partir de Bastos au centre-ville. Ça n'a aucun sens. Et moi, je dis simplement que pour un souci de cohérence, je leur conseille de procéder à la mise en bière de la décentralisation en organisant ces obsèques. Il faudrait qu'il y ait une révision constitutionnelle puisque la Constitution en Afrique est un document qu'on modifie au gré des humeurs du dirigeant. Qu'il modifie la Constitution pour être plus cohérent avec ce qu'ils font et que l'on change l'État unitaire décentralisé en État unitaire centralisé. Qu'il le consacre dans la Constitution et ainsi on n'aura plus une impression de bluff parce que c'est en fait un bluff, on assiste à un bluff. Et je serais très heureux de lire le moment venu l'oraison funèbre de la décentralisation parce que je suis sûr que l'argent qu'on n'a pas pu mettre à la disposition des collectivités territoriales décentralisées, comme on le fait d'habitude lorsque les gens sont malades, vous allez voir les sommes d'argent colossales qu'on va sortir le jour de ces obsèques. Et monsieur le maire sait pertinemment que sans moyens, en réalité, on vient de tuer sa capacité à se mouvoir sur le terrain. Malheureusement, le niveau de culture politique des Camerounais fait que les gens ne comprendront pas qu'on vient de lui retirer ce qu'on l'avait en fait retenu d'un côté, et on va continuer à lui demander la même chose au niveau de sa commune. Non, je pense que l'Union des populations africaines continue à dire que le Cameroun est un bien commun. Nous devons travailler tous ensemble, nous sommes condamnés à travailler ensemble, à œuvrer pour que le funeste destin, la funeste trajectoire que lui prédisent les ennemis de son progrès, nous la lui évitons, parce que vous ne pouvez pas être à Yaoundé et penser que vous pouvez mieux réfléchir sur le développement de Kamasang, dans le groupement de Kolkosé à Monatélé, que les populations du coin. Nous avons mis en place un programme qu'on appelle le programme DELCO, Développement local concerté, qui fait plutôt des aspirations des populations le moteur de l'élaboration des politiques publiques. Donc on ne peut pas passer le temps à prendre des Camerounais pour des quiches. Je suggère à ceux qui nous dirigent, parce qu'ils ne gouvernent pas, ils ne savent pas ce que c'est des administrateurs de néocolonies, qu'il faudrait modifier la Constitution et arrêter de bluffer les Camerounais. Sortons de l'État unitaire décentralisé parce que c'est un bluff et rentrons dans l'État unitaire centralisé. Parce que les motifs qui ont été évoqués, notamment l'amélioration de la gestion des impôts recouvrés, ça m'a donné envie de sourire. Où sont partis nos 15 tonnes d'or? Il y a tout un gouvernement en prison. Ça, il y a Yaoundé qu'on détourne l'argent. Ce n'est pas dans les collectivités territoriales qu'on vole l'argent. Les gens qui sont actuellement à Konengila, à qui on a même conçu une prison VIP. Je ne sais pas si ce sont les acteurs de la décentralisation qui ont volé ces milliers de milliards de francs. Arrêtons à un moment donné de donner l'impression que le Cameroun appartient à quelques-uns. Je disais encore sur une chaîne concurrente il y a quelques jours que malheureusement par
les 45 ans de gouvernance alambiquée que le renouveau nous a servi, ils ont fractionné la société camerounaise en castes. On a aujourd'hui 3 castes au Cameroun. Vous avez la caste des gens qui pensent qu'ils sont entièrement camerounais. C'est-à-dire que le Cameroun leur appartient. Ils décident à qui ils louent l'espace du Cameroun. Il manque même qu'ils commencent à nous taxer l'air qu'on respire. C'est leur Cameroun à eux. Ils sont à Yaoundé dans des bureaux cossus, dans des grosses voitures. Et ils décident de ce qui est bien pour le Camerounais, le citoyen qui habite à Kamsen. Ils ont créé une deuxième caste. Une caste de Camerounais entièrement à part, qui a l'impression que son job consiste... Retournons sur le plateau de Le Grand Soir. Rassurez-vous, on n'a pas bâillonné le président général de l'Union des populations africaines. C'est un clin d'œil
de la petite sœur de Néo, qui s'appelle Sokadel, qu'on salue justement ce soir. On va aller très rapidement pour ce sujet de mise en bouche et d'accueil de nos invités. L'État, pour justifier justement cet arrêté conjoint, indique que le taux de recouvrement laissé entre les mains des CTD est très faible. Il faut venir avec des moyens plus colossaux et même des technologies plus développées. On ne prend rien à ces communes, on ramène juste et puis on redistribue. Si c'était vrai, les communes ne se plaindraient pas du non-paiement des centimes additionnels communaux. Point final. Vous savez, je suis embêté parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas gouvernés, nous sommes dirigés. Et à la Liga, nous sommes administrés comme une néocolonie. Vous ne pouvez pas. La folie consiste à faire la même chose et à espérer obtenir à un moment donné un résultat différent. C'est à Yaoundé qu'on détourne l'argent par milliard. L'unité de mesure de détournement de fonds à Yaoundé, c'est le milliard. Ce n'est pas dans les communes. 1, 2. Si vous donnez effectivement au bout de 30 ans de maturation d'un projet, vous donnez et les compétences et les moyens aux communes de faire exactement ce pourquoi vous les avez créés, les communes vont faire fonctionner ce qu'on appelle la fonction publique locale. Ça veut dire qu'on va former des personnels à exercer ces tâches de collecte des impôts, de sécurisation des recettes fiscales, et les maires eux-mêmes, qui sont les ordonnateurs des dépenses, sauront quoi faire de cette agence, d'autant plus que le maire a été élu, non pas pour faire plaisir aux gens de Yaoundé, mais pour satisfaire, répondre aux aspirations des populations de sa commune. Je voudrais sortir de cette prise de parole en rassurant les populations camerounaises sur le fait que même si on coupe le courant, nous sommes désormais installés dans la conscience collective. L'Union des populations africaines a fait de la décentralisation un cheval de bataille parce que nous pensons que les tenants du fédéralisme ont pris pour argument qu'on centralisait tout à Yaoundé. C'est peut-être le moment pour ceux qui pensent que l'État, ceux qui pensent que quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Je voudrais leur faire savoir que Yaoundé peut respirer, mais il y a des endroits du Cameroun où on étouffe quand même. D'accord, merci. Accueillons Dr Moïse Mbok. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir au panel, bonsoir aux équipes techniques, bonsoir au top management et naturellement à tous qui nous suivent ici et ailleurs. Je ne sais pas pourquoi le maire a choisi d'être en noir ce soir. Est-ce que parce que tu as parlé tout à l'heure de la mise en biais, des obsèques, de la décentralisation? Est-ce que le maire porte le deuil? Est-ce que cet arrêté-là, comme le maître Mizoko le dit, c'est déjà le deuil de la décentralisation? Écoutez, moi j'ai appris à chercher des opportunités là où il y a des problèmes. Et le Cameroun vous forme comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez évoluer dans ce pays, un problème n'est pas toujours un problème. Il faut en faire une opportunité et trouver des voies de sortie. Sinon, vous mourrez. Et ils viendront tous comme des vautours autour de votre carcasse. En fait, c'est seulement les os qu'on va enterrer. Cette question de décentralisation, il faut rappeler qu'elle n'a jamais été voulue. Elle a juste été projetée comme ça. J'en veux pour preuve l'inertie du Sénat. Qu'est-ce que le Sénat fait? Qu'est-ce que le Sénat dit? Le Sénat qui a été créé pour accompagner la décentralisation, sauf erreur de ma part, je n'ai jamais entendu une réunion Sénat, Association des maires. Par exemple. Jamais. Bon, ça vous montre bien que c'est de la fumée, en fait. On le concède ça. On est quand même dans un pays où on n'a jamais vu le pays extraordinaire. Même le président de la République recevoir les maires de la ville qui l'héberge. Le pays est extraordinaire, mais bon, quelqu'un a dit c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Et quand vous vivez dans le Cameroun, en fait, vous n'êtes plus dans un pays, vous êtes dans un continent. C'est-à-dire qu'il faut développer une réflexion au-delà de la gestion d'une nation. Il faut voir comment ça se passe au Ghana, comment ça se passe au Kenya, comment ça se passe au Nigeria. Pour vivre au Cameroun, il faut emprunter des méthodes et des stratégies extérieures. Sinon, vous mourrez le lendemain. Aujourd'hui, le MINFI et le MINDEV vient simplement confirmer ce que tout le monde sait. C'est pour ça que moi, je suis étonné que l'association des maires ne puisse pas prendre acte et prendre des mesures qui leur permettraient de se développer localement sans demander la permission de quiconque. Parce qu'à un moment donné, quand on se moque de vous, quand on vous provoque, quand on vous pousse à bout, sans créer la moindre confusion, les maires doivent s'asseoir et se dire, chez nous, il y a ci, il y a ça, il y a ça. On crée un système où c'est les locaux qui sont les premiers prestataires de nos différents services, où il y a de l'or. C'est les locaux. Parce qu'on crée un système de fonctionnement interne
qui permet à ce que, même quand l'État central arrive, que l'État trouve quand même que les gars sont assis. Que tous ceux qui étaient villageois hier sont aujourd'hui quand même des acteurs de la vie sociale. C'est eux qui doivent créer la vie dans leurs différentes communes, qui n'attendent pas que l'État central le fasse. Parce que si en 30 ans ça n'a pas été fait, ce n'est pas maintenant que ça va être fait. Il y a donc un message subliminal qui est lancé aux maires. Que vous aussi, essayez un peu de faire plus. Depuis qu'on vous dit que battez-vous, vous ne voulez pas vous battre. Maintenant alors, on vous met dos au mur. Si vous ne comprenez pas le message, ça vous engage tout seul. Le message du gouvernement, il est clair. Il est archi clair. Il faudrait maintenant que les maires comprennent que la décentralisation, c'est leur affaire à eux. Ils doivent s'asseoir et réfléchir avec les conseillers municipaux, avec les chefs traditionnels, toute l'élite de leurs différentes zones et prendre des mesures depuis l'intérieur. Nous le disons tout le temps ici. Nos dirigeants sont dits bassins de production clairs. Et à ce niveau, que les maires commencent à contrôler ce qu'ils produisent chez eux. Ils n'ont pas besoin de l'État central pour ça. On vous annonce 15%, on ne vous donne pas. On vous annonce une gouvernance locale, elle n'est pas arrivée. On vous annonce un ensemble de services qui ne viennent pas. Mais on vous organise quand même des élections régionales. Il y a des présidents des régions. Qu'est-ce qu'ils font? Ils servent à quoi? Donc les maires doivent aujourd'hui comprendre que les Camerounais sont laissés entre leurs mains. Nous sommes dans un contexte où papa a un certain âge, et il a des grands-fils. Et il dit, bon écoutez, prenez soin de vos petits frères. C'est le message que le gouvernement vous passe. Prenez soin de vos populations. Les 15% que vous attendez là, vous n'aurez pas ça. Les collectes même que vous aviez, vous ne les aurez plus. Donc aujourd'hui, ne faisons pas de remous. Ne nous agitons pas. On a dit qu'il n'y a pas d'argent. Les caisses sont vides. Il y a beaucoup de difficultés. Vous voulez qu'on vous laisse encore l'argent que vous avez là-bas? Pourquoi? Même ça là, on va venir chercher. Donc maintenant, trouver des moyens qui vont vous permettre de vous développer. J'appelle ici l'association des maires. Moi, je n'ai rien contre le gouvernement. C'est qu'ils gouvernent leur façon de faire. Eux, ils nous ont montré depuis 45 ans que c'est comme ça que ça procède. On va encore venir s'énerver. Pourquoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on dit que tu as trop mis le cœur, parce qu'en fait, on met trop le cœur sur des choses évidentes. Ils n'ont pas l'intention de faire vivre la décentralisation. Le président y a été monté. Il a fait je ne sais pas combien de mandats au Sénat. Vous avez entendu un de ces discours? Qui peut nous dire un discours de l'ancien président du Sénat ici? On ne peut rien nous dire. Mais le message est clair, non? Pourquoi on fait toujours payer comme si on ne comprend pas les choses qui sont évidentes? Vous dites enlever les ordures, on dit qu'on ne va pas enlever, on achète des camions. Mais le message est clair. Vous voulez encore commencer à dire que oui, vraiment les camions? Non, on ne veut pas enlever les ordures. Ce n'est pas qu'on ne peut pas, on ne veut pas. C'est un choix, c'est une décision qu'ils prennent. Mais quand ils ont donc pris cette décision-là, on ne rentre pas en confrontation avec eux. On rentre dans la réflexion. L'association de maires, c'est qui? C'est le maire Tamba, c'est monsieur le maire qui est devant moi là, et tous les autres qui sont quand même aujourd'hui, on a une catégorie de maires qui n'est pas celle d'hier. C'est des maires qui ont fréquenté, qui sont hautement instruits, qui ont voyagé, qui sont dans des dynamiques relationnelles internationales, mais que ce soit mis au bénéfice des populations. Cette logique, on veut toujours revenir passer par un État central qui ne veut pas de vous. Mais vous insistez, vous forcez pour pouvoir passer par une porte qui est, qui est devenue un mur. Juste pour rappeler à l'État central de respecter ses engagements aussi. Non, ils ne vont pas respecter leur engagement. Ne venons pas demander ce qu'ils ne veulent pas faire. Et c'est évident. Ils ne veulent pas le faire. Parce qu'ils ne veulent pas le faire, on ne crée pas une défiance, on ne crée pas une provocation, et on ne crée pas une révolte. Parce que si les maires se révoltent aujourd'hui, et se mettent à crier, disent que bon, on ferme les communes, on ne travaille plus, parce qu'il n'y a même pas de moyens élémentaires pour faire un déplacement de base, ça crée quoi? Mais si ces maires décident, par exemple, on a une diaspora excellente, qui ne demande qu'à travailler. J'ai suivi un monsieur qui a investi dans l'agriculture en domaine de ses cousins, et puis c'est devenu autre, il a perdu beaucoup de plans. Mais que la diaspora passe directement par les maires, et que les maires créent des structures, par exemple, qui vont gérer les questions d'agriculture, de l'élevage, ainsi de suite. Donc ça devient des mini-entreprises qui appartiennent directement à la mairie, qui sont donc surveillées, encadrées, contrôlées par la mairie. Et ainsi, le financement de la diaspora est sécurisé. Vous pouvez sécuriser le financement de la diaspora. Et il y a donc d'autres opportunités qui sont devant les maires aujourd'hui. Et il ne faudrait surtout pas qu'ils baissent les bras. Il ne faudrait surtout pas qu'ils se laissent provoquer par cette décision-là. Non, qu'ils passent outre. Voilà, qu'ils passent outre. En fin de mandat. Bon, en fin de mandat, bon, ça c'est un autre sujet. D'accord, merci. Il faut vraiment, et je sors par là, moi je ne vois pas en ça un problème parce que c'est une chose naturelle qui vient remplacer une autre. Le fonctionnement de la décentralisation n'a jamais été voulu dans ce pays.
Maintenant, donc, nous sommes arrivés à ce niveau-là. C'est le dernier message pour vous dire, mes amis, débrouillez-vous. Parce que si vous ne vous débrouillez pas, même vos écharpes là, on va venir les contrôler. Très bon casting pour un sujet crucial. Malheureusement, je viens d'arriver chez moi à Odjaï, Koumdoum, à Pi. Pas d'énergie. Depuis 11 heures, apparemment, la Socadelle commence vraiment bien avec les délestages. La rediffusion, c'est pour quand? C'est juste après le minuit que vous aurez la rediffusion. Beaucoup de courage et Serge Oona. Bonne émission, même comme je suis dans le taxi pour la maison. Le thème, s'il vous plaît, on va interroger tout à l'heure les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre les infanticides et les féminicides. Mais on parle d'abord de ces mesures prises justement par le même gouvernement en vue de maximiser, dit-on là-bas, d'améliorer la collecte des taxes locales. Bonsoir à vous. Sur le plateau, Jean-Jacques, je viens de voir en direct la coupure de lumière. Ah, vous avez vécu ça? Vous vous souvenez du passage de Samuel Eto'o ici, hein? Il était en direct. Ouais. La seule voix qu'on a entendue, c'était la voix de Samuel Eto'o. Il a crié « Eneo !» Ça a été archivé. Monsieur le maire d'Atok, vous qui êtes sur le plateau, est-ce que c'est normal ça? Est-ce normal ça? Un pays qui se veut respecter depuis 43 ans, on nous vend rien que la fumée d'Arel depuis Mbama. Ah d'accord, Mbama. Ils n'ont pas eu de coupure alors, parce que lui, il a vécu notre coupure en direct. Il n'y a pas déjà l'énergie là-bas. Il n'y a pas déjà l'énergie en Bama. C'est aussi vrai. Bama, c'est dans la commune d'Atok. C'est le grand carrefour là. Il n'y a pas d'énergie. Atok non plus. Pourtant, on nous avait dit que ça allait passer par là, non? On a dit beaucoup de choses. C'est alors où? Il y a un projet là, c'est pas l'opéra. L'opéra, ça se passe pas par Atok? Non, disons que les travaux sont presque terminés. Nous attendons. Qu'est-ce que le maire pouvait dire? Non, mais il donne l'information. Ce que je voudrais dire, c'est que les compteurs sont déjà placés, les lignes ont déjà été, voilà. Donc nous travaillons en collaboration avec ces sociétés pour que, voilà, le seul élément qui manquait là-bas, c'était, on appelle ça quoi, le NII que les populations devaient avoir pour bénéficier du compteur parce que c'est gratuit. C'est gratuit? C'est gratuit. On peut l'identifier unique, voilà. Donc, et puis nous avons pris ça sur nous à la commune de jouer la couverture, quoi. Voilà. Pour permettre aux populations. Nous pensons que. D'accord. Voilà. On espère qu'à Tok, mais quand même, c'est la porte d'entrée de la région du soleil levant. Si on est dans le soleil levant sans soleil, c'est quand même un problème de ce côté-là. Allez, que les choses évoluent très rapidement de ce côté-là. Je n'ose pas parler d'autres contrées. Là-bas, c'est un autre problème. Il ne faut pas qu'on coupe encore le courant. D'accord. On va dans les kiosques ce soir. Romaric Noifeu, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir également à l'ensemble de votre panel. Vous me permettrez certainement de faire un témoignage très rapidement. Ça concerne le délestage? Du tout. J'étais dans un environnement où effectivement ce que vous faites est très apprécié. Loin, n'est-ce pas, des postures dogmatiques, loin des monologues assez stériles. Le choix ou même la sélection des visages qui viennent, n'est-ce pas, intervenir sur ce plateau, là dit quelqu'un témoigne à suffire de la fine ou de la parfaite maîtrise de la géographie politique dont vous faites montre et il me demande de vous transmettre ces sincères félicitations. Vous me permettez donc de dire bonsoir à monsieur le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Vous avez une bière? Vous n'avez pas de bière? Pas encore. Pas manifester. Pas encore Jean-Jacques. C'est vrai qu'il brille toujours par cette galanterie, mais on regarde du temps. D'accord, salut donc le ministre Jean de Dieu Momo. Les invités vont être attentifs à la revue de presse parce que vous allez réagir juste derrière. Que nous propose la presse camerounaise? La presse camerounaise pour ce mercredi, Jean-Jacques Zé nous conduit d'abord dans la ville de Garoua avec une information à retrouver dans le quotidien Info Matin en page 2 traitée par la rédaction centrale de Dieudonné 20. Nous sommes avec la société immobilière du Cameroun qui construit exactement 110 logements sociaux de ce côté. C'était en présence du directeur général, le docteur Amadou Sardaouna, le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi, qui a donc ce 2 juin dans le chef-lieu de la région présidé la cérémonie de
lancement de ces travaux. Et puis en grande une, on peut le constater sur l'exploitation illégale de l'or. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui constate donc la dégradation de l'environnement dû à l'orpaillage illégal dans le Lom et Djerem. Il réaffirme ainsi la volonté de l'État de faire respecter la loi, d'arrêter le travail des enfants et de sanctionner les pratiques illicites menaçant l'écosystème et les populations, selon les directives du président de la République, Paul Biya. Une actualité justement épousée par la rédaction de 100 détours qui revient dans son numéro de ce jour. Parler de ces 1er et 2 juin 2026 dans la région de l'Est avec le ministre Paul Atangandi qui mène une visite de travail contre l'exploitation illicite de l'or. Il dénonce d'ailleurs les dégâts environnementaux. Il réaffirme la lutte de l'État. Il faut justement parcourir les colonnes de ce journal pour avoir la pertinence de cette actualité. Le tri hebdomadaire, la météo également de Dieu donné 20 parle de la modernisation de l'administration et visibilité de l'action publique avec Joseph Lé qui évalue l'implémentation de Aigle et même les préparatifs du salon de l'action gouvernementale. Mais ce qui attire davantage, c'est la grande une de ce journal qui s'intéresse à l'affaire Martinez-Zogo. Le 2 juin 2026 au tribunal militaire de Yaoundé, maître Claude Assira, avocat de la DGRE, relève des défauts dans l'expertise du professeur Georges Bell Bichoka sur les téléphones de l'affaire Martinez-Zogo. Les audiences qui vont donc reprendre les 22 et 23 juin 2026. Le jour d'Aman Mana traite également de cette actualité. Affaire Martinez-Zogo, le commando avait un groupe WhatsApp. Le journal dont dans sa parution révèle que le commando impliqué disposait d'un groupe WhatsApp pour coordonner, n'est-ce pas, ses actions. Il faut en tout cas parcourir la une de ce journal pour comprendre la pertinence de cette actualité. Le Faucon également reste sur cette actualité, affaire Martinez-Zogo, mais le journal cite Modeste Mopa, l'ex-directeur général des impôts. Un proche de Justin Danoué de Mopa aurait retrouvé dans l'iCloud de Kodjen la vidéo de torture de Martinez-Zogo. L'expertise dont des téléphones ne relie aucun élément technique à Jean-Pierre Amougou Belinga. C'est une révélation faite par le journal dans sa parution. Il faut justement parcourir les colonnes également d'un Koul Ongola, mais qui oriente cette fois-ci son regard sur l'affaire Martinez-Zogo quand la vérité journalistique fout le camp. Le journal en tout cas dénonce que 3 ans après le début du procès, plusieurs confrères journalistes s'obstinent à rapporter tout sauf ce qui a été dit en salle d'audience, semant ainsi le doute chez les Camerounais qui suivent avec beaucoup d'attention cette affaire. La Nouvelle Expression également traite de cette actualité. L'audience du 1er juin 2026 qui s'est ouverte à 12h09 au tribunal militaire de Yaoundé. Le professeur Georges Bell Bichoka, expert judiciaire, présent dans les conclusions de son expertise forensique en société. En tout cas, le journal s'intéresse également à une autre actualité, mais celle majeure. Je vous invite à parcourir la page 3 de ce journal pour avoir ample information. Mutation de Georges Alain Boyomo a choisi une petite fenêtre justement sur l'affaire Martinez-Zogo et s'interroge la vérité numérique ou alors l'illusion qui s'exprime. C'est la page 8 et la page 9 revient sur la magistrature avec le conseil qui se précise. La question en tout cas est à retrouver également dans le journal Le Drapeau de Carole Tambangan, une justice, les 14 de Paul Biya qui sont connus au Conseil supérieur de la magistrature avec promotion interne et nouveaux profils comme Sali Daïrou et Donald Malomba SMB. Exploitation justement de cette actualité à retrouver en page 6 du journal Le Drapeau de Carole Tamba. L'action revient dans sa parution pour justement adresser ses encouragements à Paul Biya qui invite en tout cas le président de la République à poursuivre les réformes et se met en ordre de bataille pour les élections prochaines via un communiqué de Jean Kueté. Le parti rend justement hommage, mais alors un vibrant hommage à Marcel Elniat et Kava Yege Dibril et appelle d'ailleurs les militants de cette formation politique à la discipline face à la désinformation. Popoli par contre en rubrique ce matin, renseignement et sécurité, la caricature titre les Américains veillent sur le palais d'Etoudi et montre un Paul Biya pris entre un conseiller Israël et un conseiller des États-Unis d'Amérique, ce dernier justifiant chez moi la prudence aime le travail à plusieurs, à retrouver effectivement dans les colonnes du journal Popoli dans sa parution de ce jour. Le messager de Focus Ndiawe ouvre l'actualité aux violences sociales avec le gouvernement qui est en panne, c'est la grande une de ce journal. En grand banditisme, le Dibri Est démantèle dans un réseau immigration au Canada. Et puis autre actualité à retrouver justement en petite fenêtre de ce journal dans sa parution. L'œil du Sahel nous conduit du côté de la partie septentrionale du pays, effectivement, avec Abdourahman Bakari. Le journal a décidé de publier les révélations d'une ex-victime de preneur d'otages, avec d'ailleurs photo à l'appui. Voilà donc en tout cas l'actualité majeure retrouvée en grande une de ce journal. Défi actuel ouvre le bal quant à l'actualité économique avec les hydrocarbures. Nous sommes vers l'indexation des prix du carburant sur les coûts mondiaux. L'économie de Thierry Ekouti vient avec le secteur bancaire vers l'augmentation du capital de Général
Bank of Cameroon. L'objectif justement c'est s'arrimer au nouveau règlement de la Commission bancaire de l'Afrique centrale en vigueur depuis le 1er janvier 2026 qui fixe désormais à 25 milliards de francs CFA le capital social des banques commerciales opérant justement en zone SEMAC. Pour comprendre le jeu et même les enjeux autour de cette actualité, Thierry Ekouti livre avec beaucoup de pertinence, n'est-ce pas, son analyse dans sa parution. Et puis on sort avec Perspective d'Afrique, le journal qui titre sur le sport, promotion de la diversité sportive. Le ministre de l'Éducation ou des Sports et de l'Éducation physique prêche donc par l'exemple. De quel exemple s'agit-il concrètement? Le journal justement livre son actualité dans son numéro de ce mercredi. Jean-Jacques Zé. Merci Romaric Noafeu pour cette revue de presse. Il y a beaucoup de ministres qui prêchent par l'exemple en matière de sport. Le Bic Atango est sur le terrain. Par exemple. Tennisman, puis il vous montre qu'à 65 ans, il est très debout. On peut jouer pendant 2 heures. On peut jouer pendant 2 heures au tennis. Et il y a les médias qui sont mobilisés. Et il y a des influenceurs. Le ministre joue. Alors que le gouverneur et le préfet à Douala se bagarrent. Le gars tape la tissée du matin. Il a également droit à un moment de sport. D'accord. Merci, on lui souhaite beaucoup de courage sur le terrain de l'or à l'Est. Là, c'est un bon sport. C'est un bon sport. Merci Romaric. Merci Jean-Jacques. Chacun va réagir. Sur le maire, quelle est la une qui a retenu votre attention en parcourant les kiosques avec Romaric Noafeu? Disons que mon attention a été retenue sur l'or, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Étant un fils du soleil levant, c'est avec un pincement au cœur que j'écoute ce qui se passe ces derniers temps, parce que on ne peut pas nous dire qu'il y a détecté plus de 200 entreprises illégales d'exploitation d'or, lorsqu'on sait que notre région, principalement dans les zones du Lom et d'Irem et de la KDI, une intense activité d'or se fait là-bas. Donc aujourd'hui, il y a aussi ce phénomène. Hier, c'était le directeur général de la Sonamine. Aujourd'hui, c'est le Minat. Avant-hier, c'était le ministre des Mines lui-même. Le ministre des Mines et autres. Donc vous pouvez comprendre combien ça peut nous déranger, parce que certes, on exploite cet or-là, mais quelles sont les prébendes? Qu'est-ce que reçoivent les populations environnantes? Quand vous allez, par exemple, dans les localités de Batouri, Bétaré, Ouya et autres, il n'y a pas grand-chose qui change, mais les gens exploitent quand même. Donc, je voudrais c'est ça le paradoxe. Voilà, c'est ça le paradoxe de l'or. Beaucoup parlent de la malédiction de l'or. C'est l'extrême pauvreté dans les localités d'extraction de ce... Non, moi je ne voudrais pas parler de la malédiction. Vous savez, il faut avoir des sciences exactes. Il ne faut pas souvent penser trop à ce qui est spirituel et tout le reste. C'est une expression. Je veux dire bien, on parle de 200 entreprises qui exploitent. Ce n'est pas des personnes invisibles. Elles exploitent au vu et au su de tout le monde. Voilà, donc c'est sans commentaire. Ce ne sont pas les avions de nuit qui exploitent. Ce n'est pas des avions de nuit. Voilà. Mais le drame, c'est que quand le ministre descend, même le sous-préfet du coin n'a pas les informations officiellement. Les autorités locales semblent ne pas avoir des informations. Il a fallu que le ministre nous dise que c'est le gars du processus de Kimberley, le secrétaire permanent, qui a quelques données qui a permis à ce qu'on repère même les 200. Vous pouvez donc comprendre ma désolation, parce qu'on en parle tous les jours, tous les ans. Et puis, on revient toujours, le cycle est infernal, le cycle continue, et les populations en souffrent, parce qu'il faut voir combien l'environnement est dégradé. Voilà. Donc, pourtant, ça ne fait pas du cas. Vous voulez réagir sur le même sujet? Justement, sur le même sujet, parce que ce n'est pas mon sujet, mais le même sujet, simplement parce que nous essayons au Cameroun de réinventer la roue sur des choses qui se font déjà naturellement ailleurs. Quand on vient s'installer dans un secteur aurifère, il y a des conditions qui sont claires. Il y a des cahiers de charges en nature. Voilà. Et il y a un paiement donc à diverses taxes. Le problème au Cameroun, c'est qu'on refuse une fois de plus délibérément d'organiser ces différents secteurs de manière à ce qu'on ne soit plus en train d'avoir des enfants qui vont chercher de l'or, mais qu'on crée des écoles pour que ces enfants aillent à l'école, quitte à ce qu'ils viennent aider leurs parents après l'école. On refuse de créer ce genre de moyens. On ne veut pas créer des hôpitaux, bref, un cadre de vie qui permettra à ces populations de voir quand même une certaine évolution qui devrait être conséquente de ce travail-là, comme la mafia règne généralement dans ce genre de secteur. En essayant de clarifier les choses, de mettre les choses au clair, si vous voulez, on n'aura pas 200 kilos d'or qui auront disparu.
parce que ce sera au moins su et connu, sera traçable. On ne veut pas que ce soit traçable. C'est les Mais tonnes qui pourtant, sont disparues, des tonnes, bon, pas des kilos. non, je n'ai pas voulu dire tonnes, vous avez compris. Oui. 200 kilos. Le problème ici, c'est qu'on doit partir à la base dans une organisation. Et je dis que c'est là que les maires doivent aider les populations. C'est vous qui devez travailler avec ces populations pour leur montrer le bien fondé d'une organisation homogène, transparente, qui permet à tout le monde de quand même d'évoluer. Parce que ça peut attirer et des logements, ça peut attirer un ensemble de facilités pour ces mêmes populations-là quand c'est organisé. C'est donc à vous, je vous en prie, une fois de plus, de vraiment trouver des moyens de communiquer avec ces exploitants qui, je pense, si on leur explique clairement ce qu'eux-mêmes gagnent, à devenir des mécènes, à devenir des élites, parce qu'on aura dit... Mais la première chose, c'est qu'on ne va pas échanger avec des exploitants clandestins qui se conforment d'abord. Qu'est-ce qui vous lie à un exploitant clandestin? Les services de renseignement ont été créés pourquoi? Parce qu'il y avait des bandits. On crée un système de banditisme pur pour aller... C'est comme vous appelez quoi? Les anti... Les anti-gants. Non, les antivirus, là, comment vous appelez ça? Bref, en médecine, c'est un virus qu'on mute, qui vient chasser son frère, entre guillemets. Le vaccin. Le vaccin, merci. D'accord. C'est exactement comme le vaccin. Donc aujourd'hui, si on laisse les populations de l'Est devenir le vaccin à ce mal, vous connaissez vos cousins, vous connaissez vos frères, ceux qui exploitent de manière clandestine. On voit comment on travaille ensemble. Le but est de permettre que la zone se développe. Et le développement entraîne naturellement l'absence de poursuite. Parce que là, c'est le pays qui paye. Donc autant mieux créer un moyen de 50-50, où lui aussi s'en sort, et le pays gagne d'une manière ou d'une autre. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est mon sujet, c'est Martinez. C'est le cas Martinez. J'ai l'impression que depuis l'assassinat de Martinez, la boîte de Pandore a été ouverte pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Observez bien, c'est-à-dire que l'assassinat de Martinez a entraîné un ensemble d'homicides, d'infanticides, bref, il y a comme une épée de Damoclès sur le Cameroun, et je ne veux pas dire que c'est ça qu'il faut absolument traiter, mais je veux simplement dire que parfois, un élément comme celui-là ouvre des portes qu'on ne peut même pas imaginer. Condoléances à sa famille, je n'ai pas envie de dire plus que ça. Condoléances à sa famille, à ses amis, nous qui l'avons connu, qui avons quand même plus ou moins travaillé avec lui d'une manière ou d'une autre. Nous sommes, je ne sais même pas quel terme utiliser aujourd'hui, face à ceux qui ont vu un peu la vidéo. Une fois comme Maître Sim disait, il ne va pas dormir. Je ne sais pas combien ont dormi après ce qui s'est passé. Vous vous demandez, est-ce que c'est le Cameroun? Est-ce qu'on avait besoin d'en arriver à ça? Est-ce qu'on ne pouvait pas simplement faire comme on fait à d'autres? On prend au commissariat, on te menace un peu, après on te dit, je ne sais pas pourquoi il y a eu cet acharnement, ce déchaînement de violence qui quand même interpelle. Et aujourd'hui, les journalistes devraient, dans leur corporation, être encore plus soudés, être encore plus ensemble, être encore plus engagés, non seulement à travailler, à dire la vérité, mais à savoir comment se protéger et se préserver même. Parce que je l'avais dit d'entrée, un journaliste n'est pas procureur. D'accord. C'est là qu'il faut faire la limite. Parce que vous vous trouvez dans un cadre où celui qui se sent sous sentence a envie de réagir. Pourtant, on est censé présenter les faits et laisser la justice et l'opinion se faire un avis. Le cas Martinez, c'est vraiment un cas d'école et il faudra que sa mort ne passe pas par perte et profit, mais que ce soit vraiment un enseignement pour toute une corporation, mais pour la nation, franchement, c'est une grosse perte. Président, quelle est la une qui a retenu votre attention? J'ai particulièrement été marqué par la une de l'Œil du Sahel. Sur le témoignage de cet ex-otage. d'un ex-otage. 44 ans de renouveau ont généré une société camerounaise de caste. Ça peut donner à sourire, mais c'est la réalité. Vous avez les gens qui sont entièrement camerounais. Il y a des Camerounais à part entière. Vous avez la caste des Camerounais à part entière. La caste des Camerounais entièrement à part. Et la caste des étrangers qui sont plus Camerounais que les Camerounais entièrement à part. C'est la raison pour laquelle un Chinois peut vous bastonner au Cameroun. On ouvre sa boutique 2 ou 3 jours après. C'est la raison pour laquelle un Libanais peut vous repasser au Cameroun. Il ne se passe rien. C'est la raison pour laquelle on peut piller l'or du Cameroun.
il se passe rien. Et le sujet de l'or me fait sourire parce que quand on vous dit que 200 entreprises exploitent l'or à l'Est et on n'est pas au courant, on prend des Camerounais pour des quiches. On prend les Camerounais pour des quiches. Et j'ai mal pour les populations de la région de l'Est qui voient passer les camions, les billes de bois, l'or qui disparaît, on ne sait d'où, la bauxite et tout ce que vous voulez. Le cas de l'œil du Sahel m'a intéressé parce que lorsqu'on est assis à Yaoundé et qu'on a malheureusement intégré le slogan suivant lequel quand Yaoundé respire, le Cameroun vit, on en oublie que notre pays, qui est un scandale d'opportunités et de richesses, est cerné par des menaces. Piraterie maritime dans le golfe de Guinée, attaques sporadiques de Boko Haram dans le nord, dans l'extrême nord, banditisme transfrontalier avec les enlèvements contre rançon dans la Damawa, le nord, phénomène des coupeurs de route, incursion des rebelles sénégalais, pourtant pour moi, centrafricains à l'est. Je ne vous parle pas du grand banditisme qui est né des conflits internes, notamment la crise anglophone, dont certains déplacés internes sont devenus des problèmes, pas en tant que déplacés internes, mais en tant que les bandits en ont profité pour écumer certaines de nos villes. Donc, le cas de ce sujet m'a intéressé parce que je voudrais exhorter ceux qui nous dirigent. Moi, je suis en train de vous dire qu'ils ne gouvernent pas. Ils administrent une néocolonie. Je voudrais leur dire que le manque d'empathie est le marqueur idéologique d'une société en perdition. Si on manque d'empathie envers les siens, on n'est plus des Africains, parce que l'Africain c'est ça, hein, l'Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Je suis parce que nous sommes. Vous ne pouvez pas être assis à Yaoundé et être content de manipuler des milliards de francs CFA. Pendant ce temps, il y a des Camerounais qui partagent des points d'eau avec des chèvres et des moutons. Il y a des Camerounais qui ne savent pas si un jour ils auront la lumière, l'électricité. Il y a des Camerounais qui subissent des... Parce qu'on peut vous présenter un cas ou deux. Mais est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui subissent des enlèvements là-bas? Vous savez combien de personnes ont été tuées par les coupeurs de route? Vous savez combien de personnes Boko Haram a déjà tuées? Vous savez combien de personnes les instructions des rebelles centrafricains ont déjà causé, à qui ils ont enlevé la vie, et ainsi de suite. Ce sujet m'a intéressé parce que je veux que les populations comprennent, les populations camerounaises prennent conscience de ce que lorsque vous avez la chance de vous lever le matin, de passer votre journée, d'aller vous coucher le soir, certains de vos compatriotes qui n'ont pas forcément un tort, qui n'ont pas causé de tort à qui que ce soit, subissent la foudre des bandits transfrontaliers dans les régions septentrionales où moi j'ai été, j'ai fait le nord, l'extrême nord et la Damawa. J'ai même frôlé la catastrophe là-bas en allant quelque part dans le Faro-Edéo. Je voudrais que les gens comprennent que le Cameroun ne se résume pas à Yaoundé. Si on sort de la logique suivant laquelle le Cameroun ne se résume pas à Yaoundé, 200 entreprises ne pourront pas exploiter l'or illégalement. Et les gens ne seront pas enlevés dans la Damawa sans que ça n'émeuve la nation tout entière. D'accord, Willy Mengue, quel est le sujet qui a retenu votre attention en parcourant les journaux tout à l'heure? Le sujet le plus frappant et qui déjà essaye d'émailler l'actualité, en dehors des cas de féminicide, d'infanticide dont on va parler, c'est celui qui concerne l'affaire dite Martinez-Zogo. Parce qu'il faut comprendre que depuis la publication de la fameuse vidéo il y a quelques jours au tribunal militaire de Yaoundé, le constat qui se dégage, malheureusement, c'est que il y a le journalisme d'investigation, bien sûr, mais il y a un certain journalisme qui voudrait se substituer totalement à l'ordre judiciaire proprement dit. C'est-à-dire des journalistes qui rendent le verdict judiciaire avant que le magistrat se prononce. Oui. Et c'est déconcertant. Parce qu'en parcourant la presse ce matin, on est tombé sur un titre qui, ceux qui ont élaboré ce titre, ne sont pas du tout les amis de ceux qu'ils ont acquittés. Parce que... Disculpé. Voilà, quand on dit disculpé. Oui. Tel est disculpé. Un prévenu qui est disculpé. Selon le journalisme d'investigation, je ne sais de quel ordre. Vous mettez ça entre guillemets. On met ça entre guillemets. Vous voyez? Ça veut dire qu'en fait, ces gens-là, ils n'aiment pas leur patron. Moi, moi, je ne fais pas dans la langue de bois. Ceux qui ont aujourd'hui titré Amogo Belinga disculpé par le groupe Anecdote, ils n'aiment pas Amogo Belinga. On ne peut pas ébruiter
l'environnement d'un processus judiciaire aussi complexe. Non, la justice ne s'est pas encore prononcée, mais un journal se prononce de manière sans polémiquer. Péremptoire. De manière péremptoire. Disculpé. Disculpé. Amogolinga, disculpé. On en fait une. Non. Où est la décision de justice? Ça veut dire que vous n'aimez pas, ce n'est pas, vous ne voulez pas du bien à Amogolinga. C'est clair. C'est clair. Vous faites du chantage à Amogolinga. Vous l'enfoncez davantage. C'est même une mesure de défiance envers l'ordre judiciaire. Oui. Ça peut être perçu comme ça et compliquer les problèmes à Amogolinga. Vous ne pouvez pas vous permettre que, ça dit quand vous allez, pour ceux qui ont fait un peu de forêt, quand tu n'as pas encore bien ciblé ta proie, ne dégaine pas. Ouais. Si tu n'as pas encore bien ciblé, ne dégaine pas, la proie va partir. C'est ce qu'ils ont fait ce matin, c'est enfoncer davantage le prévenu à Mourbelinga. Nul n'est inculpé, nul n'est disculpé au stade actuel. Les enquêtes sont en cours. Le procès va d'étape en étape. Bien sûr que ça a pris 3 ans. C'est lourd pour ceux qui sont, pour les prévenus qui sont à l'intérieur. Mais on ne peut pas par fantasme, je ne sais pas quoi, aller faire un tel titre. Donc je dis, c'est l'opinion ne va pas faire la justice. L'opinion ne va pas se substituer à un ordre judiciaire. L'opinion ne va pas se substituer à une décision judiciaire. Nous voulons que ce problème, la vérité jaillisse. Parce qu'il y a des lourdeurs, il y a des implications graves. Nous soupçonnons, mais il faut que la justice fasse librement son travail, sans être empressé par une certaine opinion impeste. Ça, il faut éviter cela. D'accord. Merci Willy pour ce regard-là. Et puis Marion Obam et certains autres journalistes ont eu à condamner les comptes rendus malheureux qui ont été faits au sortir de ces différentes audiences. Le compte rendu, c'est quelque chose de précis en journalisme. Les chroniques judiciaires, c'est également précis. Le compte rendu judiciaire est également précis. Moi, le meilleur exemple d'un compte rendu, c'est le sous-préfet ou le greffier qui dit « Il s'est tenu ce vendredi 2 mai dans la salle de conférence de la commune d'Actok une réunion. On ne prenait pas le maire, le sous-préfet et tout. Prenant la parole à son tour. Prenant la parole à son tour. Il a dit si. Prenant la parole à son tour. Vraiment, la réunion s'est refermée. Il n'y a pas d'implication, il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas de parti pris. C'est neutre, c'est juste restituer ce qui s'est passé. C'est les choses vues et entendues, simplement. Procureur, c'est un métier. Ce n'est pas une improvisation. Il n'est pas procureur qui disculper. Veut dire, comme l'autre dit. C'est ce que je disais, il faut vraiment que ce cas soit pris au sérieux et que... Vous disiez que le cas Martin Zoro, c'est une école, c'est plusieurs écoles. C'est plusieurs écoles. Ce qui s'est passé, de ce qu'on vit, ce qu'on voit, c'est plusieurs écoles. C'est pour ça que moi j'ai pris ça comme point de départ pour le sujet qu'on va aborder tout à l'heure. C'est plusieurs écoles, mais il faudrait qu'on adresse ces écoles-là. Il ne faudrait pas qu'on les analyse et on les garde pour nous. C'est là que justement, la presse, la société civile et même les hommes politiques devraient faire des unes sur ces questions pour quand même dégager les leçons qu'on peut dégager et protéger les plus jeunes parce qu'il y a une race de gourgors là. Eux, vraiment pour eux, ils ont décidé d'en faire une affaire de business. C'est des francs-tireurs et c'est des tireurs, c'est des tueurs à gages. Eux, c'est bon. Mais il y a une génération qui vient après. Il y a des jeunes qui sont sérieux pour la profession, à qui on peut quand même rappeler l'ensemble de choses, tracer un canevas. Ils n'ont pas la chance que vous avez eu, où vous avez eu des encadreurs sérieux, vous êtes rentré dans le métier de manière sérieuse, vous êtes vous-même donné des garde-fous. La génération aussi ne sait pas faire ça. Oui. C'est à vous de pouvoir les aider. D'accord. Allez, maintenant on dira qu'il ne faut pas aussi confondre. Hein. Lorsque vous partez lire le poste d'un influenceur, dites-vous qu'il n'est pas journaliste. Si vous partez lire le poste de, je ne sais pas trop quel lion fâché, ils ont beaucoup de pseudos, qui écrit depuis sa chambre avec son téléphone, n'y allez pas en vous disant que c'est le poste d'un journaliste. Lui, il sait pourquoi il écrit, pour qui il écrit, mais quand on est journaliste, c'est tout cela est encadré. Allons justement à cette thématique, cette autre école, celle de la montée des infanticides, des assassinats au Cameroun, les chiffres qui ont été donnés par les membres du gouvernement. En 2023, 50 femmes ont été assassinées, 67 en 2024 et 77 en 2025. Et le gouvernement annonce des mesures fortes. Célestin, on voit un peu les journaux qui se sont arrêtés depuis hier sur cette sortie des membres du gouvernement. La riposte gouvernementale, titre l'étudiant, tout simplement, face à la montée des féminicides, infanticides. Féminicide infanticide, selon Cameroun Tribune, dure sera la riposte, titre le quotidien
à capitaux publics, et puis le drapeau, la riposte de l'État est lancée. On est justement sur cette lancée-là. Et puis le messager qui, à son regard, le gouvernement est en panne face justement à ces violences sociales observées au Cameroun. Les chiffres parlent, monsieur le maire. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut se cacher au Cameroun. L'heure est grave. Oui, l'heure... on ne pourrait pas dire que l'heure est grave, mais on dira simplement que l'environnement n'est plus serein parce que je voudrais profiter de votre plateau, si vous me le permettez, de dénoncer également un fait qui s'est fait chez nous, chez moi dans ma commune dernièrement. Il y a des enfants, des jeunes enfants, qui ont été sortis des salles de classe, soit par un marabout ou quoi, où on soupçonnait que ces enfants étaient des sorciers. On appelle ça chez nous le mbati, une petite sorcellerie pour les enfants. On a fait sortir quelques enfants des salles de classe. Ces enfants ont été séquestrés, ont été tabassés, et à 22h, l'un d'eux est mort. Voilà, vous pouvez imaginer ce que ça peut faire à un parent comme moi. Moi, j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup d'enfants. On a sorti les enfants de l'école. On a sorti les enfants. Voilà ce que le gouvernement nous demande de faire aujourd'hui. Ce que les Camerounais demandent de faire aujourd'hui, c'est de dénoncer. Il faut en parler, peut-être pour qu'on puisse trouver ensemble des solutions. On arrive dans des salles de classe, on retrouve les enfants, on vérifie leurs mains, on dit toi tu as la sauce, toi tu n'as pas, et on les amène à la chefferie, on commence, un tradipraticien commence à faire des rites et tout le reste. On tapait un enfant de 12 ans qui est malheureusement décédé. Bon, le corps a été mis à la mort et les enquêtes suivent leur cours. Pour vous dire en fait que vous avez parlé d'environnement, je ne voudrais pas parler, je ne voudrais pas globaliser. Je voudrais dire que les enfants sont en danger. Tout à l'heure également, j'étais assis sans publicité à une Total où je suis allé mettre mon téléphone à la charge du fait du délestage. J'étais assis dehors et j'ai vu deux jeunes enfants qui vendaient des arachides sur des plateaux. Des enfants de moins de 10 ans. Pas ces enfants. Mais c'est des victimes. Des innocents qui sont lancés comme ça à la merci des prédateurs. Donc, je voudrais dire qu'il y a quelque chose, nous devons faire quelque chose. Ce n'est pas seulement une affaire du gouvernement camerounais, mais c'est d'abord une affaire des parents que nous sommes. Nous devons d'abord protéger nos enfants. La situation est compliquée. Comme l'a dit tout à l'heure le docteur, on a l'impression que ça va dans tous les sens. On se réveille tous les jours aujourd'hui et on apprend que quelqu'un a été soit tabassé à mort, une femme a été battue par son époux, un enfant a été, je n'aime pas utiliser ce terme, parce que vraiment, comment est-ce qu'on peut violer un enfant? Voilà, donc, c'est incroyable en fait. Est-ce que nous sommes dans un environnement finalement magico-spirituel? La question est assez grave, c'est pour dire que véritablement, je suis gêné. Quand vous m'avez invité pour prendre la parole, je ne sais pas par où commencer, parce qu'en réalité, il y a des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer. Un enfant naît sain, personne ne naît sorcier. Bon, peut-être les sages pourront nous dire qu'il y a des gens qui naissent sorciers, mais j'estime que la science n'a pas pu démontrer aujourd'hui qu'un enfant peut naître sorcier. Mais qu'on aille, est-ce qu'il est responsable quand on le prend dans une salle? On s'en va le tabasser. Il a pris cette sorcellerie où? Est-ce que c'était ça la solution? Est-ce que c'était ça la solution? Voilà. Est-ce que vous avez vérifié son état de santé? Vous ne lui avez pas donné à manger peut-être du matin au soir. Vous êtes en train de faire des rites sur lui. Qu'est-ce que vous voulez chercher? Qu'est-ce que vous recherchez derrière ce type d'opération? Ces enfants qui sont versés, allez-y. Je crois qu'il est presque 18 heures. Allez là dehors. Mais tenez-vous simplement en route, vous allez voir des petits enfants comme ça, ils sont sans protection. Mais si jamais celui-là est enlevé, il va se défendre comment? Il va se défendre comment? On nous montre j'ai vu des images des matchs, je crois que c'est un journal aussi qui représentait à soi les ossements des humains et tout le reste. Mais chaque jour, on apprend que des enfants ont disparu. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu jetés à la... Alors cet environnement-là, il est dû à quoi? Est-ce qu'on peut comprendre pour la petite histoire, les affaires de sorciers, les rites des enfants? Moi, j'ai rencontré Pating Guémandon avant son décès. Pour ceux qui pensent qu'on devient grand reporter en un jour, il y a du chemin. Pating Guémandon qui présentait l'aventure mystérieuse sur Africa numéro 1. Et il arrive justement qu'on était sur un banc de montage. On avait reçu les images d'un village où on disait que les petits-enfants étaient des sorciers. Puis on tabassait un qui avait environ 10 ou 12 ans. Et puis Nguémandon a regardé l'enfant à travers les images, il n'est pas sorcier. Voilà.
Vous savez ce qu'on appelle la sorcellerie. Cet enfant n'est pas sorcier. Vous ne pouvez même pas le toucher. Il en va fait. se mettre à paniquer parce qu'il vous voit venir avec Très bien. les tiges de macabo. La psychologie. Vous La allez psychologie. frotter. Pour se défendre, il va dire que oui, Il va accepter. j'ai mis le bâton de ceci, mais si tu, mais c'est pas des C'est des montages. C'est C'est des compliqué. montages, Il va dire non, c'est c'est pas des compliqué. sorciers. Alors cet environnement est dû à quoi aujourd'hui au Cameroun, maître? Vous êtes dans les tribunaux, vous rencontrez des gens, des familles, vous faites des investigations. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a traversé le remède? Moi, je vais être camerounais dans cette formulation-là. J'ai l'habitude de dire que chaque arbre se développe à partir de ses racines. Il ne vous vient pas à l'idée qu'un arbre puisse se développer en utilisant les racines d'un autre. Et pour qu'il puisse se développer, cet arbre doit plonger ses racines dans un substrat fertile, substrat dans lequel il tire les substances nutritives indispensables à sa croissance. En l'espèce, c'est quoi ces racines? Ces racines, c'est notre culture. Et quel est le substrat dans lequel nous devons plonger nos racines? Notre histoire. Voilà un peuple qui est déconnecté de son histoire, parce que quand on n'a toujours pas réglé, comme la plupart des pays africains, le contentieux historique qui lui permettrait d'avoir des repères sur d'où il vient, pour comprendre pourquoi il est là aujourd'hui, et pouvoir entrevoir où il est en train de vouloir partir. La culture. Regardez à quoi ressemble le Camerounais d'aujourd'hui. Les femmes sont en train de se travestir au quotidien, faux cheveux, faux cils, faux tout ce que vous voulez. L'éducation des enfants est confiée à Telenovelas, aux réseaux sociaux. Les hommes aujourd'hui, on ne sait pas s'ils sont toujours des hommes ou pas. On a des hommes qui mettent des vernis, des hommes qui font le maquillage et tout. Donc, la culture également est devenue pour nous rébarbative. Forcément, aujourd'hui, la société camerounaise est en perte de repères identitaires. Je ne parle pas ici des nations historiques, je parle de repères. Quand moi j'étais petit, c'était pas extraordinaire d'aller chez un voisin. Par exemple, lorsqu'il y avait le Nouvel An, on écumait le quartier. On disait joyeux Noël à Avec gauche et nos à fleurs. droite, avec On nos avait fleurs. cueilli quelque chose. On rentrait avec des bonbons, des gâteaux et ainsi de suite. Mais votre enfant fait le tour du quartier aujourd'hui, vous ne le reverrez plus jamais. Ça veut dire que le niveau de déliquescence morale de notre société a atteint des proportions telles que c'est alarmant. Et ça l'est d'autant plus que, et là moi je fustige la responsabilité de ceux qui nous dirigent. Je suis amusé, pour ne pas dire écœuré, par le spectacle et la gesticulation institutionnelle qu'ils nous servent. Aujourd'hui, c'est lorsque les réseaux sociaux s'enflamment sur un événement, qu'un monsieur ou une dame porte son plus bel habit, entre dans un véhicule qu'il achète avec l'argent des Camerounais, fait un tour sur les lieux, donne une conférence de presse, dépense l'argent des Camerounais et retourne dans son bureau. J'appelle ça la gouvernance des apparitions. Les gens apparaissent et puis redisparaissent. Or, les discours qu'ils font, dans lesquels ils font des déclarations pompeuses, la riposte sera due. La riposte contre qui? Exactement. Si 200 sociétés peuvent exploiter illégalement l'or à l'Est, et vous ne savez pas, vous allez riposter contre Et qui? la condition des enfants là-bas Vous allez est des plus riposter. inacceptables. Les enfants travaillent dans ces plus mines-là. inacceptables. Vous racontez C'est même quoi? violence. Il faut qu'on arrête de prendre des Camerounais pour des quiches. Il y a un ministère de la promotion de la femme et de la famille. J'aimerais bien qu'on me dise quel est l'état de... Est-ce que ce ministère peut nous faire le bilan de ce qu'il a fait de 2019 où il a été nommé jusqu'à ce jour? Vraiment, est-ce qu'il peut nous dire ce qu'ils ont fait pour la femme et la famille? En dehors des discours, des 8 mars où on porte un pain, on va faire le beau, la belle au boulevard du 20 mai. Les femmes, pour qu'on en arrive à ce que les femmes se fassent tuer, c'est un problème d'éducation. Je ne parle pas d'instruction, je vous parle d'éducation. Et l'éducation, ça commence dans la famille. À quoi ressemble la famille africaine aujourd'hui? Si vous rencontrez un jeune en route, vous lui demandez c'est quoi la famille, il sera un peu perdu. Parce qu'il va essayer de tâtonner entre le père, la mère et les enfants. Après, il va se souvenir que non, il y a des cousins, il y a des oncles, il y a des grands-parents au village. Sauf que ses propres parents ne rendent pas visite à leurs parents au village parce que comme ils sont vieux, ils sont devenus sorciers. Le gars passe toute sa vie à Yaoundé, ne met jamais les pieds au village. Moi, je vais dans mon village, à Kamesan. Je vais dans le village de ma mère, à Obalamboa 1. Mais quand je fais souvent ces déplacements, on me dit, il faut faire attention, hein, tu vas faire comme ça, on va aller te manger là-bas. Je suis né à Obala. Si on devait me manger, on m'aurait mangé là-bas. Donc, à un moment donné, quand les gens regardent comment la société est en train de
C'est un état de pourrissement culturel. Les gens sont en train de regarder ça. Et ils viennent vous faire cette gesticulation où ils font des grands discours, ils font des conférences. Ok, d'accord. La réponse sera dure. Qu'est-ce qu'on met dedans? Depuis que vous avez commencé à détourner l'argent des Camerounais, quelle est la riposte dure qui a fait que les détournements de fonds publics s'arrêtent? 1, 2. Le chef de l'État, le 6 novembre 2025, dans son discours inaugural de ce mandat que j'ai qualifié de mandat testamentaire, il a cité 3 choses. Les femmes, les jeunes et les réformes institutionnelles. Le 31 décembre, il les a reprises et il en a ajouté une 4e. La formation imminente dans les prochains jours. Je mets ça vraiment en gras. Dans les prochains jours d'un gouvernement. Parce qu'il est évident que le gouvernement de 2019 nous pose un problème à tous. Le 10 février, lorsqu'il s'adresse à nos jeunes compatriotes, il ajoute une 5e chose. En rappelant les 4 premières, il ajoute les sociétés d'État. Et là, quelques semaines plus tard, pendant que les laudateurs du chef de l'État essaient de nous expliquer ce qu'on entend pendant les prochains jours, comme nous on n'a pas fréquenté là. C'est eux qui ont fréquenté. Ils savent ce qu'on appelle dans les prochains jours. On sort la Socadelle et on part chercher quelqu'un qui était ministre quand moi je ne savais même pas encore ce que c'est qu'être ministre. C'est quel est le message que vous passez aux gens? De quelle riposte dure? Moi j'appelle ça de l'escroquerie politique. C'est-à-dire que vous vendez des chimères aux gens en sachant pertinemment que vous n'avez pas les solutions au problème. Parce que là maintenant, vous n'avez pas les coups de franges. Les solutions que vous allez sortir seront des solutions cosmétiques. Alors que le problème est structurel. C'est la société camerounaise qui doit aujourd'hui faire une sorte d'aggiornamento. Notre société doit... Parce que si une société n'est pas capable de marquer un temps d'arrêt quand les enfants disparaissent, sont violés, sont kidnappés, sont assassinés, mais c'est une société qui est perdue. Je suis désolé. Je vais sortir avec Je voudrais sortir par une petite anecdote. Il y a quelques années, à Konolinga, j'avais cru avoir perdu un enfant. C'est-à-dire que sa mère allait souvent se faire des tresses chez une de ses collaboratrices. Elle a amené l'enfant qui ne se balade pas d'habitude. Et puis à un moment donné, l'enfant est sorti avec une autre, la fille de la maison pour aller, je ne sais pas moi, acheter quoi. Elles se sont perdues dans la vie. Elles ne savaient plus très bien où elles en étaient. Mais Jean-Jacques disait, j'ai failli faire un AVC. Quand sa mère m'appelle pour me dire, je ne retrouve pas Nounou, on ne sait pas où Nounou est. Mais je marchais à Konolinga comme un fou, je parlais sur la route. Naturellement. Imaginez donc ce que peut ressentir un parent qui n'a même... Moi, j'ai retrouvé ma fille au bout d'environ 45 minutes, 1 heure de temps. J'ai fait le tour de la ville, que je maîtrise par cœur. Mais imaginez un parent qui lui passe 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois. C'est la mort. 3 mois. L'enfant, il est acté que l'enfant a disparu. Est-ce que vous imaginez ce qu'il ressent? Quand vous venez vous mettre à la télé, vous faites les discours, les conférences, les machins là. La riposte est dure en quoi? Vous allez riposter contre qui? Vous avez identifié, avez-vous d'abord identifié le mal? Merci. Il faut commencer par bon après-midi, Monsieur Jean-Jacques Zé, bon après-midi à vos invités. Le réveil de notre gouvernement est tardif, mais on peut encore sauver quelques vies. Tant que nous n'aurons pas le gouvernement dans les prochains jours, tant que nous n'aurons pas notre vice-président, il y aura des crimes rituels, des viols et autres. C'est Simon Donkwaban qui le dit. Il y a une vidéo qui circule également sur les réseaux sociaux depuis quelques heures où on montre un adulte en train de faire des attouchements bizarres sur une petite fille. Moi, ce qui me choque, c'est que ceux qui partagent cette vidéo vous disent que partagez pour qu'on attrape ce pédophile. Mais comment la personne a pris le temps de filmer pendant plus d'1 minute, faire des zoom in et des zoom out. Monsieur, vous ne sautez pas sur l'individu en question, vous attendez qu'on partage la vidéo pour dire que venez, mais comment? C'est comme si la personne se délectait même du spectacle en filmant ça. Parce que le monsieur prend le temps avec ses doigts, il mouille même pas avec des salives, et le type est en train de filmer, il est tranquille. Il ne fait aucun bruit, il n'alerte pas, il ne dit pas monsieur arrêtez ça, mais il veut qu'on partage pour qu'on arrête celui que lui il a vu en train de poser un acte de cette nature-là. Willy Mengue, le gouvernement annonce une riposte due à une conférence de presse après tous les chiffres qui ont été évoqués, après les bébés qu'on a vus portés disparus ou violés ou assassinés. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce contenu d'une riposte dure des pouvoirs publics? Il est d'abord important de trouver les mots qui conviennent pour essayer de qualifier la situation dans laquelle le Cameroun se retrouve depuis les 3 ou 4 dernières années en matière de déviance, en matière de violence, que l'on peut mettre dans féminicide, infanticide, et ainsi de suite.
quand vous entendez les témoignages ici et là, quand nous observons tout ce qui se passe, le Cameroun est dans une situation où les repères sont déplacés. Quand une entité est dans une situation où les repères sont déplacés, elle est en anomie. C'est l'anomie, et l'anomie génère la délitescence. Dans délitescence, nous avons délitement, c'est-à-dire le pourrissement en crescendo. Automatiquement, il faut convoquer les siècles de repères originels de cette société, qui, entre autres, comme l'a évoqué le président de l'UPA, font partie des cercles sociaux. Avec dit, vous allez trouver les gardiens de la tradition, vous allez trouver la famille elle-même, vous allez trouver l'autorité morale, c'est-à-dire les cercles religieux de référence, mais qui ne sont que des substratums ou des ressorts à base desquels l'autorité publique doit s'en référer pour la continuation de l'action ou du devoir qui est sienne. Regardez dans la structure de l'État. Nous disposons de moins 3 ministères qui sont compétents en ces matières-là. Vous avez le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Vous avez le ministère des Affaires sociales. Il y a même le ministère de la jeunesse, qui est également concerné. Le ministre de la Jeunesse vient de faire une déclaration adressée aux jeunes tout à l'heure. Je vais vous la diffuser avant la fin de l'émission. Allons-y. Voilà. Quand vous allez un peu en dessous le démembrement de l'État, tels que les collectivités territoriales décentralisées, nous sommes en face là, monsieur le maire, il y a les services d'action sociale au sein des mairies et de la jeunesse, qui ont une compétence allant dans ce cadre-là. C'est peut-être l'occasion de saluer, j'ai un ami qui est très dynamique en matière d'action sociale dans la mairie de Doumé, Mikos Jonas, qui occupe l'action d'animation jeunesse et sociale à Doumé. Mikos Jonas, il fait très bien l'éducation des jeunes, très important de ce côté-là. Donc il faut comprendre que quand on regarde toutes ces responsabilités-là, l'État, qui est le 2S machina, en haut, la langue des langues, le pouvoir des pouvoirs, brille par un certain laxisme. Un certain laxisme. Parce que vraiment, monsieur le maire, vous qui êtes du RDPC, du parti au pouvoir, il y a l'urgence de repenser certains mécanismes. Il y a l'urgence de se réinventer peut-être à partir de votre génération. Vous, les jeunes militants du RDPC, a dit il y a l'urgence de faire d'exiger que les lignes bougent. Il y a le laxisme et le caractère de l'imprévisibilité. On ne peut pas gouverner sans prévoir. Regardons donc, nous avons un avocat, n'est-ce pas? Un greffier, excusez-moi, à côté de nous. Quand vous interrogez un peu le code pénal camerounais, le mot infanticide, là, infanticide, le champ d'application est très limité. Très réduit. Il est extrêmement réduit, l'infanticide. On va vous dire que c'est la maman qui est généralement impliquée. Et on va vous dire que c'est 1 mois ou 2 mois tout au plus. Au-delà, ce n'est plus infanticide. Or, on comprend avec ce qui se passe qu'il y a lieu d'anticiper avec la réforme même du code pénal. Pour que le champ d'application soit plus verrouillé et beaucoup plus large. Donc, la riposte ne peut pas être une riposte qui survole. C'est une réponse qui doit venir trouver un État veillant, un État prévisible, des officiels prévisibles qui animent les obligations et les devoirs de l'État. Et il y a un autre problème peut-être que les gens ne peuvent pas voir. Quand on dit que l'État doit avoir une certaine contrainte, quand les organisations internationales ou bien les traités internationaux, ce n'est pas seulement parce qu'on veut contrôler les dictateurs, bien que ce soit, non. C'est surtout pour mettre une certaine pression au niveau de l'État, parce qu'il y a ce qu'on appelle le traité de Rome. Le traité de Rome liste un certain nombre d'infractions qui rentrent dans le cas de ce qu'on appelle les crimes contre l'humanité et le viol. Le viol, au même titre que le massacre et le meurtre font partie des crimes contre l'humanité, sauf que le Cameroun n'a pas ratifié le traité, le statut de Rome. Vous comprenez qu'en hauteur, ils n'ont pas une pression qui peut venir de l'international. On ne peut pas lister en 3 ou 4 ans. On vous le dit, les ministres vous le disent qu'on a enregistré 200 cas de féminicide en 2-3 ans. En cette année, nous sommes déjà à 50 cas de féminicide. On fait une récitation comme si on fait juste les statistiques. Et encore que ces statistiques-là restent à interroger. En deçà de la réalité. Parce que c'est ceux qui peuvent essayer d'alerter
et attirer l'attention des autorités qu'on peut arrêter un tel cas. Vous, le seul maire venait parler du cas d'Atok. Voilà. On n'était pas au courant. Il a fallu qu'ils soient invités ici aujourd'hui pour qu'on découvre qu'il y a un cas à Atok. Ça veut dire que l'État baigne dans l'imprévisibilité et c'est un problème. C'est le problème. Sévir, oui, on va sévir. À partir de quel outil? Et quand à cela s'ajoute, il y a un autre problème, monsieur Mbok. On ne peut pas diriger un État aussi obèse, 65 ministères, sans tenir les conseillers ministériels pour remuer l'action gouvernementale, l'ajuster aux préoccupations qui s'imposent comme telles. Le dernier conseil des ministres, c'est au même titre que le dernier conseil supérieur de la magistrature. Ça fait au moins 6 ans aujourd'hui. Le gouvernement est obèse. À chaque moment, il y a des priorités. Il faut réanimer. Avec donc madame le ministre de la promotion de la femme, madame le ministre des Affaires sociales, monsieur le ministre de la jeunesse, peut dormir parce que personne ne vient leur réveiller. Il n'y a pas de conseil des ministres avec le 2S machine qui est le président de la République. Qui ne faut pas confondre avec les réunions de cabinet de monsieur le Premier ministre. C'est deux instances bien différentes. Donc, on baisse dans le laxisme, dans l'imprévisibilité. On se retrouve encombré avec un cumul d'horreur. C'est un vocabulaire de violence et d'horreur qui alimente aujourd'hui le quotidien des Camerounais. D'accord, Willy Bengue. Bonsoir, le grand soir. Vraiment, ça fait très mal de lire le titre selon lequel l'État annonce une riposte dure sur les féminicides et infanticides. Pourquoi ne pas directement commencer à mettre en pratique cette riposte dure? Ou alors attendions-nous le nouveau gouvernement? Ou alors le vice-président, c'est Sadrak du Oignon qui envoie ce message-là. Bonsoir, le grand soir. Sadrak a envoyé son message plus d'une fois. Il a insisté. Bonsoir à vous également. L'augmentation exponentielle des viols au Cameroun est la conséquence des sectes et des loges et des réseaux mafieux. Le chemin de la vie facile, où sont partis les repères ou bien les modèles pour une société de mise en valeur? C'est le fiscaliste comptable Vincent Ateba depuis le quartier Van. Merci Vincent Ateba. Je crois qu'on avait pris un rendez-vous qu'on doit pouvoir respecter pour souvent vous avoir sur nos différents plateaux. Bonsoir Jean-Jacques. Pour ma part, qu'est-ce que vous dites sur la question? Il est impossible actuellement qu'on puisse croire au discours des membres du gouvernement. Ce sont des discours inutiles à la limite. Ils narguent les Camerounais. Les exploitants des mines de l'Est du Cameroun ont l'aval du gouvernement. On ne doit s'attendre à rien de bon. De ce côté d'ailleurs, le bois est exploité dans cette partie du pays depuis de nombreuses décennies. On annonce également des mesures dures là-bas depuis plusieurs années, avec des résultats désastreux que nous tous, on connaît. Pas de route, pas de développement socio-économique. C'est révoltant qu'un ministre fasse une descente sur les lieux et tenir un discours innocent. Le ministre de la promotion de la femme est utile, mais le ministère est utile, mais son ministre est inutile. Soit elle ne maîtrise pas ses attributions, soit elle fait exprès. C'est Mimi de Douala qui envoie ce message-là. Et les Camerounais disent d'accord, le gouvernement a fait une communication là-dessus. Il fallait, parce que c'était revendiqué par les uns et les autres. On n'entendait pas le gouvernement. Le gouvernement fait quoi? Il s'est exprimé. Il vous a donné les chiffres en vous disant, comme le ministre Atangandi avait dit sur le ramasser des ordures, que ceux qui vont encore jeter les ordures, la loi va être dure. Voilà. Cette fois-ci, on annonce une riposte dure. On suppose qu'il n'y a pas les ordures. Jean-Jacques, la vérité au Cameroun, c'est, moi je l'avais dit, le problème, c'est la gouvernance par la procuration. Et ça commence par le chef de l'État. Tout ça. Il a choisi de déléguer les pouvoirs, faire des concessions à ses collaborateurs, qui me semble, ont cru que c'est comme ça qu'il fallait faire aussi avec les leurs. Ce qui fait donc qu'au Cameroun, vous avez la présidence de la République, vous avez la primature, vous avez les ministères, et vous avez donc les services déconcentrés. Et à côté des services déconcentrés, vous avez le pouvoir judiciaire, et vous avez donc police, gendarmerie, et ainsi de suite. Donc, vous avez l'impression qu'on a une gouvernance qui ne donne pas la latitude à un procureur de s'auto-saisir d'une question comme celle-là et de dire « il y en a marre, on doit poser un acte ». Il est comme muselé, parce que la chaîne est tracée de manière à ce que si vous sortez de la chaîne, un problème vous arrive. Très vite. Les ministres viennent parler à quel moment? C'est trop tard. C'est trop tard. Je dis que je suis scandalisé. Le collectif des indigènes de la République que je représente,
depuis le début de l'année, en fait, depuis l'année dernière sur la question de Matisse. Jean-Jacques, nous avons écrit partout, à la présidence, à la primature. On s'est dit, bon, ok, comme là-bas ça ne bouge pas, allons chez les gouverneurs. Alors, rien n'a, en fait, quand vous reveniez même pour suivre, on vous envoyait dans un bureau comme ça, que bon, allez voir tel là. Vous regardez la personne, vous regardez la personne. Vous comprenez qu'on est en train de vous dire que vous n'avez rien à faire ici. J'ai choisi d'étudier leur fonctionnement et je me suis tué. J'ai dit, ok, tout le monde, ceux qui prient, prier, ceux qui peuvent pleurer, pleurer. Mais nous sommes en train de rentrer à l'état de sauvagerie, de la barbarie dans ce pays. Parce que on a une gouvernance qui a estimé que certains estiment qu'ils sont trop grands. Vous venez parler aux populations. Et vous voyez comment le ministre, il a dû appeler les uns et les autres pour qu'ils se mettent ensemble et on fait une communication. Mais en fait, c'est un état de lieu qu'on a dressé. Et on a dit, voilà ce qui se passe. Maintenant, la justice va aller voir ce qu'elle peut faire. Et puis le reste, vous-même là, soyez un peu vigilants, contrôlez un peu mieux vos enfants, vous aussi, vous vous dérangez. Le message qu'on retient aujourd'hui, et je le dis à ceux qui nous gouvernent, on a compris. Nous ne sommes pas votre priorité, on a compris. La mort de nos enfants, en fait, nos enfants ne sont pas vos enfants. Il y a des enfants d'eux et les enfants d'eux. Oui. C'est pour ça qu'ils n'ont pas la peine que nous avons. Parce que les enfants ne vivent pas ici. Par exemple. Les enfants ont des chauffeurs, ont des gardes du corps, sont protégés, sont dans les écoles. Où on ne peut pas On ne peut pas s'amuser. Ainsi, le nom même seulement de l'enfant fait que même le policier même le braqueur va vous ramener vite. Parce que le farotage va être conséquent ou équivalent à rançon. Donc, ils sont, eux, protégés. Tout va très bien avec eux. Mais quand le ministre de la communication, et là j'ai dit tout le gouvernement, cite le cas Matisse. Je vous ai dit ici sur un plateau que ce monsieur se pavane à Kodengui. Menace les prisonniers. Il nous regarde actuellement. Et il dit qu'on ne va rien lui faire. Pourtant Il sait sur condamné quoi à il mort. compte. Il sait sur quoi il compte. Mais voilà un cas qu'on devait traiter immédiatement pour vous dire que les mesures font ce qu'on finit avec lui là. On l'exécutait une fois. On ne le fait pas. Le pays revient à l'état sauvage parce qu'il a fallu que les gens sortent. Mais je vous rappelle que la semaine d'avant, la disparition, le viol de Joyce, la maman a parlé, les réseaux sociaux ont parlé, ils étaient tous silencieux. Oui. Il a fallu que les gens aillent marcher, commencent à gréver. Et ils ont compris que s'ils ne venaient pas vite, la mobilisation allait... Parce que le cas de bébé divine, on n'en parle plus. Très bien. On n'en parle plus. Alors, nous voici dans une situation qui me ramène à l'époque où j'étais à Douala, la cité sikh, où les bandits avaient estimé qu'ils peuvent rentrer chez les gens, faire ce qu'ils veulent. Il y avait la police, chaque fois les gens portaient plainte, on avait même quelqu'un le lendemain, il est dehors. Et le chef du quartier, c'est là que j'interpelle les chefs, parce que c'est leur responsabilité. Le chef, c'est le dialogue. Le chef, c'est l'écoute. Le chef, c'est la protection. L'État ne nous protège pas. C'est le chef qui protège. Parce que les faux chefs, Dieu va les traiter. Parce qu'il y a trop de faux chefs. Le vrai chef s'assied comme ça au quartier. Pour même entrer spirituellement, là, tu ne peux pas. Pour même venir, un étranger qui passe, le regard même qui te lance, il va dire à son notable que celui-là, c'est qui? C'est qui, on ne le connaît pas. Parce qu'il est gardien aux portes. Il observe, il vérifie, il contrôle, il surveille. C'est le chef qui a dit, puisque nous ne sommes pas protégés, on va se protéger nous-mêmes. Une potence a été érigée à BP Cité. Je dis ceux qui te doivent là savent de quoi je parle. Quand on attrape un bandit, on te repasse bien. Parce qu'on dit que si la police arrive pour empêcher que tu ne meurs pas pendaison, au moins le repassage sera traité. Mais on s'arrangeait à ce que quand vous sortez de chez vous à 6h, 7h pour aller, vous voyez quelqu'un, il y a comme ça 5 cas. Pourquoi on ne voulait pas encore à la cité sikh? C'était réglé. Vous croyez qu'avec ce que le ministre dit qu'on va prendre des mesures, Jean-Jacques, pardonnez-moi, je tombe sur un cas pareil, je te castre. C'est clair. On va voir le reste après. On te plaque au sol, on coupe l'outil du mal. Le reste, là, on va voir. Quand on va arriver dans un cadre où on a castré 10 Camerounais, c'est là qu'ils vont commencer à dire que bon, on pensait même que les mesures fortes là
doivent monter. Bon, ils vont trouver un autre vocabulaire, ils savent très bien le faire. Mais aujourd'hui, on n'est plus rassuré, et quelqu'un l'a dit, on n'est plus rassuré par les discours, on veut les actes. On n'est plus rassuré par le bavardage qu'on sait très bien faire au Cameroun, les discours qu'on sait très bien aménager. On veut des actes. Il y a des cas, bébé divine, où on doit seulement dire qu'il est en fou, les coupables sont en fou. Mais vous allez, ne soyez pas surpris de les rencontrer demain à la Cour centrale en train de marcher, hein, parce qu'ils ont dû faire ceci ou cela. Il y a donc un désordre qui fait que les chefs sont absents. L'État même qui devait au moins organiser les différentes sociétés, on n'a pas de nos rues, c'est comme si on a choisi de ne pas avoir de nom ou de numéro de rue. Les quelques panneaux qu'il y a là, ce n'est pas suffisant. Tu avais une grosse campagne d'adressage qui avait voilà, on doit plusieurs adresser années. de manière à ce que la personne peut s'orienter sans problème. Ce n'est pas la magie, ça peut se faire. Quand des mini-mesures ne sont même pas prises pour protéger les Camerounais. Tout à l'heure, quand je venais, un monsieur m'a envoyé un message. Une recenseuse, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle, a été enlevée depuis Portée lundi. disparue, oui. J'ai Portée reçu le disparue, même message voilà, également. oui, oui. Un agent Elle est recenseur, une dame. descendue sur le terrain. Une dame, elle a été portée disparue. On a retrouvé son téléphone, quoi, a étourdi. Le téléphone que l'État vous lui a l'avez remis, a étourdi, en train d'être chargé et tout. Donc, pour vous dire que nous sommes dans un état où, parfois vous entrez quelque part. Vous imaginez que l'agent recenseur, une dame, était certainement en train de faire le En train de faire le recensement. dans une concession. On l'a peut-être enlevé. Voilà, Ça fait 3 jours. enlevé, Ça fait 3 3 jours, on jours. n'a pas de ces nouvelles. Ça On a fait reçu 3 jours, on n'a également pas de nouvelles. cette alerte-là. Voilà, très bien. D'accord. Donc, juste pour dire que, aujourd'hui, si l'État ne prend pas des mesures visibles et palpables, des cas comme celui, on pense seulement Matisse et Divine, où ils sont aux arrêts, ils sont connus, que ces cas soient traités comme en Chine. Soit on les castre, soit celui qui est condamné à mort, on l'exécute. En tout cas, vous savez que il parlait de renforcer justement la législation à la matière, parce que les lois sont légères. Les lois sont totalement légères, aucune réforme n'est engagée à même pas dessein. celles qui sont là. Parce que vous savez très bien, Jean-Jacques, que si on fait des réformes sur les infanticides, il faudra faire des réformes également sur les détournements. C'est clair. Les réformes ne sont pas partisanes. Les réformes sont globales. Donc si on fait la réforme sur X, il faudra faire sur Y. D'accord. Et comme ils ne veulent pas qu'on aille sur Y, il faut qu'on reste sur X. Bonsoir Jean-Jacques, il y a tout un panel, une formule utilisée par maître Jean-Guy Zogo. Chaque arbre se développe à partir de ses racines. Un arbre ne peut se développer avec les racines d'un autre. Pour que cet arbre se développe, il doit plonger ses racines dans une substrat fertile. Vous avez bien noté. On ne gouverne pas un pays à coup de communiqués d'indignation. Si la dureté des mots suffisait à protéger nos sœurs et nos enfants, le Cameroun serait le pays le plus sûr au monde. Le constat, l'État annonce une riposte dure, mais cette formulation même avoue un retard systémique. Le gouvernement camerounais n'intervient que pour compter les corps ou réprimer une fois l'irréparable commis. L'argument choque, les annonces ministérielles ne ressuscitent pas les morts. Voilà. Pourquoi l'État attend-il que les statistiques des morgues explosent pour faire des grands effets d'annonce à la télévision? C'est Zé et Yenga depuis Abomban. Monsieur le maire, vous êtes sur le terrain. Vous rencontrez à la fois les populations et les autorités. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre dans la riposte souhaitée par les pouvoirs publics? Chacun devrait pouvoir jouer un rôle. C'est difficile de poser cette question à un maire parce que le maire, c'est comme le papa. C'est lui la locomotive sur le plan social, sur le plan économique et bien évidemment sur le plan politique. Vous pouvez donc vous imaginer, comme le cas cité tout à l'heure, qu'on appelle un maire et vous pouvez voir quelle réaction qu'allez-vous faire. Parce que là, vous êtes entre deux camps qui pourraient s'affronter. Et lorsque vous essayez de dénoncer, automatiquement, c'est vous qui êtes la cible. Ce que je voudrais dire par rapport à tout ce qui a été relayé ici sur ce plateau, c'est que nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que c'est vrai, nous pouvons faire des conférences, nous pouvons dénoncer, nous pouvons même menacer, mais c'est pas où on est tombé qu'on va essayer de voir, est-ce qu'on a cogné le pied où? Qu'est-ce qui se passe? En réalité, il faut aller dans les profondeurs. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Jean-Jacques Zé, lorsque vous partez de votre travail et vous allez à la maison, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous pensez véritablement que vous êtes à l'aise?
Sincèrement, moi je pose cette question simplement, on a l'impression que les choses ne vont pas bien. C'est-à-dire quand vous voyez la circulation, vous faites un petit tour à l'étranger, je vous ai souvent vu, vous faites un petit tour à l'étranger, quand vous revenez ici, vous avez l'impression que ça ne va pas. C'est comme si vous êtes dans un environnement touffu, les gens s'engueulent en route, les bouchons, quand vous entrez dans la ville peut-être de Yaoundé, nous qui venons de la région de l'Est, vous regardez à gauche, il y a les poubelles, il y a les... En fait, nous sommes dans un environnement qui craint un peu. Je le dis, je suis quelqu'un qui a dit tout à l'heure que nous sommes du parti au pouvoir, oui, mais nous observons tous, nous vivons dans un environnement qui fait peur. Parce que, dites-moi concrètement, quel intérêt quelqu'un aurait à aller abuser un petit enfant? 3 ans. Il faut vous poser cette question. C'est là où le philosophe est différent du sociologue. Le philosophe va vous dire que ce n'est pas bien. Mais le sociologue va vous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, on en est arrivé là, comment? Et c'est cette question que nous devons nous poser. Il ne faut pas que ce soit une affaire du ministre de la Communication, le ministre des Affaires sociales. Non, c'est une affaire qui interpelle toute la société, d'abord même la société civile. Parce qu'il n'y a pas de canaux techniques. Parce que lorsqu'un ministre dit que nous allons des mesures sévères, la loi est déjà là pour gérer ce genre de cas. Les procureurs sont déjà là pour se saisir de ce type d'affaires. Mais nous sommes pourquoi ce n'était pas le cas il y a peut-être 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans? Donc c'est notre environnement que nous devons analyser. Vous dites par exemple, vous qui êtes maire, qu'est-ce que vous faites? Moi je pense, premièrement, les gens ont besoin d'eau. Les gens ont besoin de manger à leur faim. Parce que la bataille de l'eau... Je vous propose, vous avez posé la question à un maire. L'embarras que vous avez lorsqu'il n'y a pas de lumière, donc, votre téléphone n'est pas chargé. Voilà. Vous avez posé donc... Je vous réponds donc comme un maire, parce que je ne suis pas spécialiste de ces choses-là. Vous avez posé la question à un maire. Les gens ont besoin d'eau, M. Jean-Jacques Zé. Les gens ont besoin de manger à leur faim. Les gens ont besoin d'aller à l'école. Les gens ont besoin de se soigner. Quand quelqu'un n'a pas tout cela, quand à un moment, il se sent étouffé et tout le reste, je vous jure, c'est comme vous prenez de l'eau, vous versez dans votre main, l'eau va chercher à sortir. L'eau va chercher à sortir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens se retrouvent dans des sectes exotériques où on leur propose des choses assez spéciales. Allez dans dans certaines églises dites réveillées, je n'ai rien contre ces églises, mais allez écouter les histoires que des gens racontent là-bas, allez écouter les témoignages pour comprendre que au-delà de ce que j'ai refusé d'appeler tout à l'heure le spirituel, il faut convoquer donc le volet spirituel pour dire que les gens souffrent en fait. Nous avons parlé tout à l'heure de la décentralisation. J'ai pris le courage sur moi de vous dire que les communes étouffent. Alors, dites-moi, quand un personnel, peut-être un chef de famille passe 2, 3, 4 mois, il n'a pas d'espoir, il n'a pas de salaire, il fonctionne comment? Il fonctionne comment? Il va se chercher. Quand on dit qu'il va se chercher, il y a d'autres qui se cherchent dans le bon sens et il y a d'autres qui se cherchent dans le mauvais sens. C'est-à-dire que, par dépit, il s'accroche sur ce qui arrive. Quand on veut se noyer, donc il y a ce côté psychologique, la psychologie. Il faut encore analyser l'être humain. Il est comment? C'est pour ça que parfois, je m'amuse souvent quand des gens disent que bon, vous partez faire quoi en Guayaquil, les débats que des gens ont sur les filières et autres. Non, chaque filière a sa place. La psychologie. Il y a des personnes ici qui vivent, vous entendez de plus en plus que des jeunes attrapent des AVC. Ils s'attrapent l'AVC pourquoi? C'est que quelqu'un en lui rumine tellement de choses. Il a tellement de pression, où il est dépassé, au point où il lâche. D'autres se disent, bon, puisqu'il en est ainsi, on va voir ce qu'on va voir. Et on leur propose donc des choses bizarres. Et la société commence à... Donc, véritablement... Donc, ce n'est pas une question de riposte dure. Parce qu'on dit qu'il y a riposte, c'est qu'il y a quelque chose qui est fait, qu'on n'a pas bloqué en amont. C'est déjà là. Il faut réagir au lieu d'agir. Bon, en fait, je peux me tromper. Je suis pas... peut-être mon niveau d'intelligence ne me permet pas de mieux comprendre ce que vous voulez dire. Mais je veux simplement dire ceci. Quand quelqu'un est en paix avec lui-même, quand il mange à sa faim, quand il n'a pas... Parce que c'est le désir. C'est ça qui tue l'être humain. Les besoins. Vous avez besoin d'acheter un véhicule. Vous avez besoin de payer votre loyer. Vous avez besoin d'envoyer des enfants à l'école. Vous avez besoin de ci ou de ça. C'est tous ces besoins-là qui poussent l'être humain à se battre, à se chercher. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens ont plusieurs façons de se chercher. Quelqu'un a dit tout à l'heure, il y a des gens, on dit souvent ça comme c'était des blagues. Il y a des gens qui ne veulent pas, ils sont ministres, qui ne veulent pas quitter en fait.
Et on leur fait des propositions bizarres. Ils s'y accrochent. Il y a des gens, nous, même à la mairie, il y a des gens, bon, moi-même, vous me dites, monsieur le maire, est-ce que vous serez candidat? Mais je vous dis, je serai candidat. Mais maintenant, je serai candidat sous quel... Est-ce que c'est une question de bilan? Est-ce qu'il faudrait aller, signer un pacte dans le noir et tout? C'est des choses qui existent en Afrique. Et même en Occident, ça existe. Quand vous entendez que les gens se retrouvent, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et tout le reste. Donc c'est cette magie-là qui attaque la société désormais. Et nous devons faire attention. C'est pour ça que je m'amuse souvent de dire aux prélats, aux différents prélats qui s'intéressent plus à la politique, tel n'est pas bien. Non, priez. Amenez les gens, changez les gens. Vous n'allez pas passer votre temps, il vaut mieux que le diable arrive. Non. Vous avez un travail. Vous avez un travail important. Celle de passer la parole de Dieu. Parce que moi, je vais vous dire, j'ai des témoignages tels que des gens ont pu stabiliser leur environnement, leur vécu, parce qu'ils ont donné, comme on le dit, leur vie à Jésus-Christ. Alors, quelqu'un parle tout à l'heure du rôle de la justice. Il faut également qu'on se mette dans la tête du magistrat, qui depuis 6 ans à sa carrière qui est bloquée, les affectations n'ont pas lieu. Il se demande où il va, ce qu'il fait, et ceux qui sont là à sa charge, ainsi de suite. Il y a tous ces éléments-là qui peuvent... peut-être qu'on ne défend pas ces magistrats qui ne prennent pas leurs responsabilités directement, mais pour venir à se construire, qui montre qu'il y a des blocages psychologiques. C'est un type qui voit sa carrière bloquée depuis 3 ans, il doit être au deuxième, mais il ne sera pas été fait. Tout ça est lié. Vous lui demandez de faire quoi d'exceptionnel quand il ne sait même pas où il va. Il a 2 pas de la retraite. Il se pose des questions. Bon, heureusement, il y a eu la nomination des membres du Conseil supérieur de la magistrature hier. C'est un non-événement. Ce qu'on attend beaucoup plus. C'est un non-événement. À moins que... Bon, on verra bien. Il y a un proverbe Menimbasa qui dit que tous les matins, tous les jours, le coq chante. Et chante bien. Mais ses meilleurs morceaux ne s'apprécient véritablement que dans la sauce. Si vous voulez comprendre... Est-ce qu'il chante encore dans la sauce? Non, justement, c'est là où on apprécie ses morceaux. D'accord, non, je comprends bien. Si vous voulez comprendre à quel point l'escroquerie politique du renouveau est profonde, vous devez prendre secteur par secteur. J'ai l'habitude de dire que la justice est la poutre maîtresse de la construction d'un état de droit. Mais l'ancien premier président de la Cour suprême, paix à son âme, Alexis Dipanda-Mouele, aimait à rappeler que la justice ne se distribue pas en apesanteur. Ça veut dire que le magistrat est le fruit d'une société. Vous attendez à avoir quel magistrat si vous avez une société qui est dans la gadoue, une société qui se vautre dans l'escroquerie, dans la corruption, dans le clientélisme. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas demander au magistrat de faire l'extraordinaire alors qu'il est dans une société qui le muselle, l'affaiblit. Je rappelle que le procureur de la République est appelé juge de l'opportunité des poursuites, juge des libertés. Et le code de procédure pénale lui donne le droit de s'auto-saisir. Oui. Combien s'auto-saisissent? Parce que le pauvre va s'auto-saisir et son téléphone va sonner le soir. On va lui dire que la personne que tu viens d'appréhender est le neveu de la tante du cousin de l'oncle 2. Tu sais qu'il y a un passage de grade qui arrive, non? C'est à toi de voir si tu veux passer en grade ou pas. Le gars, lui, il veut faire sa carrière. Parce que lui aussi, derrière, il y a une famille qu'il nourrit. Alors, il laisse couler. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, vous avez des gars que vous appréhendez ce matin. 3 jours plus tard, ils viennent vous narguer au quartier. La justice ne se rend pas en apesanteur. La justice est le miroir, le reflet de la société. Le système judiciaire camerounais est à l'image de l'ensemble de la société camerounaise. Les mêmes tares que vous retrouvez au ministère des enseignements secondaires, au ministère de, je sais pas moi, de la culture et ainsi de suite, vous retrouvez les mêmes tares là-bas. D'ailleurs, lorsque vous lisez les rapports de la CONAC, la justice est toujours parmi les 10 institutions les plus corrompues de ce pays. Ce n'est pas Zoro qui le dit, c'est dans les rapports. Donc, si elle est donc à la couleur, si elle est dans la coloration de la société dans laquelle elle évolue, quelle justice voulez-vous pour un pays comme le Cameroun? C'est pour là que je dis que le problème de notre pays aujourd'hui, et le chef de l'État, je pense qu'il l'a compris, parce qu'en 1985, il avait posé 3 questions lors de son discours, c'était le 22 mars 1985 à Bamenda, lors du 4e à l'ouverture du congrès. Non, lors du 4e congrès de l'UNC, c'était pas l'ouverture, c'était le discours de politique, le rapport de politique générale.
il a posé 3 questions. Et à l'époque déjà, il enjoignait à ses collaborateurs de travailler à la grandeur du Cameroun et à la satisfaction des espérances du peuple camerounais. Nous sommes dans le... On va aller rapidement pour permettre de réagir. Nous sommes dans le mandat de grandes espérances. Il avait posé 3 questions. Moi, je voudrais que les populations, les dirigeants du Cameroun, que la prochaine conférence qu'ils vont donner, vraiment que tout le gouvernement, s'ils peuvent prendre un amphithéâtre, comme ils sont près de 100 là, avec les assimilés, qui se réunissent dans un amphithéâtre et qui répondent à ces 3 questions. Pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Quand eux, ils se baladent partout, d'autres ont construit les hôpitaux où ils se font évacuer. Là, on a construit les écoles où ils envoient leurs enfants. Qu'est-ce qui les rend fiers d'être Camerounais? Et enfin, la 3e question. Quel Cameroun venons-nous pour nos enfants? S'ils peuvent nous organiser une grande conférence, tous, je dis tout le gouvernement, à partir du Premier ministre, le grand oral, qu'ils organisent un très grand oral et qu'ils viennent nous dire pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Et quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Là, on saura qu'ils ont compris ce qu'on entend par faire une riposte dure. D'accord. Bonsoir le panel. Je suis du même avis que le docteur Mbok. Très belle analyse. Le problème des chefs, c'est qu'ils sont déjà des auxiliaires de l'administration. Donc, ils ont perdu quelque chose de si cher. En un mot, ce sont des faux chefs. C'est Josiane. Ouais, c'est une dame d'ailleurs qui est d'accord avec le rôle malheureusement dévoué des chefs. Le panel, ce n'est pas parce que le Cameroun est mal géré qu'il y a des féminicides et des infanticides. C'est une pratique qui existe au Cameroun depuis grâce aux médias. On en parle actuellement dans les pays occidentaux. C'est plus grave. Le système judiciaire au Cameroun est malade. Paul de Paris, vous êtes à Paris, vous avez suivi certainement Maître Guy Zogo sur la question. Bonsoir, Big GZ, s'il te plaît. Même si je suis HS, plaide pour nous, transporteurs, auprès du Minetransport, afin qu'il rappelle ses agents de la prévention routière à l'ordre. Comment comprendre leur nouvelle méthode à flasher les véhicules de dos au lieu de le faire de face comme prévu? Des postes de prévention séparés de 200 mètres l'un de l'autre, nous étouffons. Merci. Salut Amadou de Tonga. Ah, c'est le Minetransport. Attends, on flash de dos. Oui, allez-vous passer d'abord. Si, moi j'ai suivi ça. C'est-à-dire qu'on cible certains véhicules, après on fait mine de dos, on flash de dos. Est-ce que le mécanisme marche comme en réalité, le problème c'est que le gars qui flash est en embuscade dans un bosquet, je dis souvent que quand le serpent va mordre quelqu'un, il va comprendre. Mais là, où sont les abeilles qui avaient avant? Mais là, c'est complices qui sont au checkpoint devant, qui lui envoient la photo avec l'immatriculation, c'est tout. C'est en fait... Oui, moi, on m'avait pris comme ça. C'est une stratégie de rançonnage. J'étais en excès de vitesse alors que j'étais dans un véhicule en panne. Voilà. J'allais à peine à 20 à l'heure. Et je leur ai dit que vous avez la chance qu'il est en panne. Parce que j'allais passer si vous ne voulez pas me voir en temps normal. Mais là, si vous voulez prendre la voiture, partez avec. Alors, on va sortir de ce débat-là sur la riposte, comment la construire pour que ça puisse être efficace. Aujourd'hui, les Camerounais veulent que le pays change un peu, qu'on puisse marcher en toute quiétude, qu'on rentre à la maison, qu'on ne lise pas parce que sur les réseaux sociaux, c'est pas un jour sans voir quelque chose d'atroce. Je crois que pour le moment, l'État, s'il veut sévir, ne peut que s'appuyer sur les outils qui sont à sa disposition, c'est-à-dire le code pénal tel qu'il est élaboré. Mais alors, le contexte impose un réajustement de ce code pénal pour que nos outils juridiques soient convenables à la gravité de la situation. Donc, à la limite, l'Assemblée nationale devrait avoir ses jours, peut-être un projet de loi venant de monsieur le ministre de la Justice, on ne sait pas qui va prendre cette initiative pour qu'on revoie le code pénal. Et c'est pour cela qu'il est urgent que le Conseil supérieur de la magistrature puisse être tenu avec les nominations des nouveaux membres là. Puisque c'est à partir du Conseil supérieur de la magistrature qu'on peut voir quels sont les problèmes auxquels la justice fait face. Est-ce qu'il faut revoir les outils de la justice, parmi lesquels le code pénal? Il faut donc que ce Conseil soit tenu pour faire l'examen de la situation et soumettre un projet de loi qui viendra revoir le code pénal. Et ça, c'est une première mesure. Mais il faut déjà appliquer ce qui est là. Il faut déjà appliquer ce qui est là. Lui, il est condamné. Le bébé divine est aux arrêts en fou. Il faut déjà condamner ce qui est là avec les outils qui sont disponibles. Et j'allais même dire que bon, il n'est pas exclu que la peine de mort puisse être
opérationnelle. Elle n'est pas abolie. Voilà, il faut l'activer. Il faut l'activer sur les cas. Elle n'a pas empêché la Chine de se développer. Bien au contraire, on l'exécute jusqu'aujourd'hui. Il faut l'activer pour servir d'exemple, pour endiguer ce fléau qui anime une certaine hantise dans notre société. Et je dis également qu'en hauteur, il est important pour l'État du Cameroun de signer et de ratifier le statut de Rome. C'est très important. Ce sont les outils de dissuasion d'un État. Merci. Pour que lui-même soit confortable dans sa manœuvre. C'est ce que nous autres, on essaie de proposer. Merci Willy. Quelqu'un nous disait tout à l'heure que je courais pour suivre les frustrés du MRC, mais le thème a changé. Non, le thème n'a pas encore été programmé. On vous disait qu'il y a une émission qui est en préparation. Hier, on a parlé du SDF. On a une émission en préparation sur le MRC pour parler des distensions qu'on a enregistrées ces derniers temps. Pas parce que Willy est là, il est là pour d'autres thématiques, mais on attend d'avoir tous les représentants, je ne veux pas dire les bords ou des tendances. Voilà, il y a où sont les membres du corps, Kamto ou rien, ceux qui s'opposent au corps. Et on verra pourquoi le MRC à l'intérieur. Mais ne vous en faites pas, le programme est encore en préparation. C'était pas pour aujourd'hui. On a dit qu'il faut prier. Qui doit prier pour qui? Vous êtes dans un pays où prier devient difficile, où les colombes refusent de s'envoler pour la paix. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Premièrement, il faut que la répression revienne et qu'elle soit extrêmement dissuasive. Parce qu'en fait, dès qu'il y a répression, les autres se disent « Ah, si ça arrivait à X, ça veut dire que ça peut aussi m'arriver. » Deuxièmement, il faut, et là c'est la vie dans les quartiers, c'est qu'il faudrait qu'on crée un sentiment de surveillance, de contrôle. C'est que dans tous les quartiers, les chefs... Comité de vigilance? Non. Tous les résidents dans un quartier doivent être connus du chef. Mais le recensement... Bon. D'accord. Non, le recensement, vous n'insistons pas là-dessus. Que les chefs du quartier organisent le recensement de leur zone, sous dont le contrôle du sous-préfet, du préfet naturellement, du gouverneur. Il faudra que quelqu'un qui habite à Oudja sache qu'on sait qu'il habite à Oudja. C'est clair. Même s'il est il y a un sentiment, il y a un sentiment qu'il faut créer et de temps en temps, on passe se rassurer si ce locataire est encore là. Oui. Il y a un sentiment qu'il faut qu'on crée. Oui. Et parce que là, monsieur le maire parlait de ça quand on rentre dans Yaoundé, il y a une pesanteur qui est étouffante. Oui. Parce que Jean-Jacques, vous passez dans tel endroit, c'est le noir total. Dans tel autre, il y a 2 lampes comme ça là. Ça fait peur. Donc l'éclairage public doit être systématique. Où les gens habitent, on doit en faire une priorité. Même si ce n'est pas les lampadaires de 1 million. Il y a des lampadaires normaux. De 120 000. Il y a des lampadaires normaux au Cameroun ici là. Donc on prend les lampadaires normaux, on éclaire les quartiers. Quand on éclaire les quartiers et qu'on a fait un recensement de zones, quand un étranger arrive même dans la zone là, on sait. Oui. Parce qu'il faudrait qu'on crée un système où tous les voisins sont sensibilisés sur le fait que voilà le numéro de téléphone de ton voisin. En cas de bruit chez lui ou chez toi, ton voisin tu peux l'appeler. Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ramène l'Ubuntu réel. Parce qu'en Occident, c'est exactement ce qui se passe. Tous les voisins doivent se connaître, avoir le contact. Et en cas de problème, chez lui, il peut appeler facilement l'autre. Parce que c'est un moyen de nous protéger. C'est-à-dire que où nous sommes là, il n'est plus question de nous. C'est maintenant nos enfants qu'il faut protéger. Et pour les protéger, on crée ce cadre, éclairage, recensement, où on se connaît. Et puis, les autorités de temps en temps peuvent passer et se rassurer que, bon, les gens sont et tout. Ça fait que le prédateur, quand il a un environnement comme celui-là, on peut le repérer facilement. On peut le repérer facilement. Mesure coercitive, mais non, je vais sortir par la prière. La prière, c'est quoi? C'est parler à Dieu d'une situation, d'un problème. Mais en étant soi-même une vitrine de ce qu'on souhaite voir Dieu faire. Les parents doivent savoir qu'un enfant, on ne le fouette pas pour rien. On fouette un enfant en lui expliquant pourquoi on le fouette. Pourquoi je dis ça? Parce que ces prédateurs sont violents, comme les parents. Je vais te fouetter, je vais te menacer. On ne menace pas un enfant sans lui expliquer pourquoi. Ça fait qu'un enfant développe le réflexe de qui a le droit de le menacer et pourquoi on le menace. Parce que si l'enfant n'est pas prévenu que même le fouet est la fin d'un dialogue, l'enfant voit que tout le monde peut le fouetter. Les parents doivent fouetter les enfants en leur expliquant
Pourquoi D'accord. ils le font? Allez, on a fini. Communiquer davantage avec leurs enfants. Et puis, le système c'est compliqué. Tellement. D'accord. Donc, Monsieur le maire, on viendra à Toc, même si ça devient difficile maintenant. Merci d'être passé ici. On ira à Toc, non? Oui, d'accord. Allez, bonsoir le plateau. Merci à tous. Merci, monsieur Mengue. Merci beaucoup, le président de l'UPA, pour vos analyses pertinentes et instructives. Si seulement on pouvait vous écouter en haut là-bas. Malheureusement, vous êtes juste libre de bavarder. Autorisation de bavardage, tout simplement. Mais il faut noter l'essentiel parce que chacun a un rôle à jouer là-dessus. Je vous laisse avec la sortie du ministre de la Jeunesse qui sensibilise et appelle les jeunes à se mobiliser. On suit cet élément et puis nous on se retrouve demain pour la édition de jeudi. Voici le ministre Mouna Foutso. Profiter de cette tribune pour lancer un appel citoyen à l'endroit de toute la jeunesse camerounaise. Notre pays est aujourd'hui confronté à des phénomènes préoccupants qui menacent la cohésion sociale et les valeurs fondamentales de notre vivre ensemble, notamment la recrudescence des féminicides ainsi que des violences et abus de toutes sortes commis à l'encontre des enfants, je l'ai rappelé tantôt. Ces actes inqualifiables qui heurtent notre conscience collective et portent atteinte à la dignité humaine appellent une mobilisation de tous les acteurs de la société. Face à cette situation, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique invite tous les jeunes en tant que médecins de famille de cette catégorie à devenir de véritables ambassadeurs de la paix, du respect de la vie humaine et de la protection des personnes vulnérables. Je vous exhorte, chers jeunes, à vous engager comme médiateurs communautaires, comme volontaires ou même volontaires sur la toile et être ainsi de véritables sentinelles citoyennes au sein de vos familles, de vos campus, de vos quartiers, de vos communautés et de la nation tout entière. Soyez des relais de sensibilisation, des acteurs de prévention et des témoins responsables, capables de dénoncer toute forme de violence, d'abus ou de maltraitance. Car, comme le rappelle une sagesse africaine une fois de plus, lorsque la maison brûle, chacun doit apporter sa part d'eau pour éteindre le feu. Ensemble, construisons une société où chaque femme, chaque enfant et chaque citoyen peut vivre en sécurité, dans la dignité et dans le respect de ses droits. Ensemble, faisons triompher les valeurs de responsabilité, de solidarité et de civisme qui font la grandeur de notre nation.